Si vous voulez bien vous installer, on va commencer notre débat, ce colloque singulier. Où en est-on 20 ans après la loi Kouchner? Nous allons essayer de dresser ensemble un état des lieux et puis de faire émerger quelques pistes communes. Je vais laisser la parole à Jean-Marcel Mourgue, vice-président au Conseil national de l'Ordre des médecins. Et ensuite, je vous présenterai un petit peu le dispositif que vous voyez sur vos écrans, notamment ce dispositif interactif, car ce débat, évidemment, aujourd'hui, avec notre temps, vous pouvez le suivre à distance ou avec nous ici dans la salle. Ouais, Jean-Marcel, je vous laisse la parole. À ceux qui sont à distance, si vous voulez bien éteindre vos micros, car on entend encore quelques personnes au téléphone ou en train de discuter. Et ça sera plus facile ici pour nous pour pouvoir faire ce débat. Monsieur Mourgue, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Quelques propos introductifs à cette matinée sur les 20 ans de la loi du 4 mars 2002. Peu nombreuses sont les lois qui, 20 ans après leur promulgation, font l'objet de colloques, journées et commémorations. Cette loi sur les droits des malades et la qualité du système de santé, connue aussi sous le nom de loi Kouchner, du 4 mars 2002, appartient donc à ce petit cercle. Cette loi a marqué durablement de son empreinte le droit de la santé, les droits de nos concitoyens, mais aussi l'exercice des professionnels et des établissements de santé, dont les médecins. Alors, permettez-moi d'évoquer quelques souvenirs du spectre de cette loi sans être exhaustif. Tout d'abord, souvenons-nous de l'arrêt Perruche du 17 novembre 2000, un an plus tôt, considéré comme la reconnaissance du préjudice d'être mal né, dès lors que la mère n'avait pu se soustraire par information erronée à la naissance d'un enfant atteint d'une embryofétopathie rubéolique sévère, et le titre 1 de la loi de la solidarité envers les personnes handicapées. Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, est-il écrit. Cette loi a pu être ainsi qualifiée de loi anti-perruche, débat philosophique et juridique à l'époque. Cette loi est encore d'une grande modernité, le titre 2 de la démocratie sanitaire consacrant une dimension tout à fait majeure à l'orientation de la loi. La santé est un bien supérieur, elle sera désormais l'expression d'une démocratie qui se veut avancée. Mais ce titre 2 de la loi a une résonance particulière aujourd'hui, à l'aune de la pandémie Covid-19 et des difficultés d'accès aux soins et son cortège d'inégalités socio-territoriales qui se sont encore creusées et considérées désormais par nous tous, soignants et citoyens, comme inacceptables. Comment ne pas évoquer le consentement du patient et la nécessaire information préalable, socle à un consentement libre et éclairé, et la consécration par la loi du renversement de la charge de la preuve que le praticien a bien apporté la dite information, confirmant ainsi de la sorte l'évolution jurisprudentielle qui avait précédé. Les droits d'accès au dossier médical par le patient directement ont là aussi largement consacré des droits nouveaux. Le droit à demander une réparation amiable d'un préjudice subi par l'usager de la santé devant les commissions régionales d'indemnisation et de conciliation des accidents médicaux, les CRCI, qui sont devenus maintenant les CCI, ont permis d'éviter des procédures parfois longues et coûteuses devant les juridictions judiciaires administratives. Dérive indemnitaire de la médecine, n'a-t-on pas entendu, avec son cortège de débats sur l'aléa thérapeutique, l'accident médical, la perte de chance, les infections nosocomiales, pour n'en citer que quelques-uns. 20 ans après, les débats se sont largement apaisés. Cette loi a manifestement illustré le virage du paternalisme médical à l'autonomie de l'usager de la santé, avec donc son lot de débats passionnés, d'incompréhension, mais parfois, fort heureusement, aussi de convergence et de dialogue constructif. Aujourd'hui, le Conseil national de l'Ordre des médecins a l'honneur de vous réunir, vous qui, par votre implication passée à l'époque de la genèse de la loi du 4 mars 2002 et aujourd'hui par vos mandats et engagements professionnels, êtes des experts du sujet. Quelle lecture avoir du bilan de cette loi 20 ans plus tard? Merci à vous de nous éclairer.
Je tiens aussi à remercier la commission des relations avec les usagers, hein, elle était ainsi dénommée à l'époque, au sein du Conseil national, et sa présidente, Madame le docteur Claire Siret, qui a su mener à bien une enquête auprès des médecins et des usagers de la santé sur la connaissance de cette loi et le regard qu'ils en ont. Que le débat commence et merci encore à vous tous. Bien, merci beaucoup, Monsieur Mourgue. On va commencer donc ce débat. Évidemment, je vais vous présenter nos invités. Nous avons la chance d'avoir l'ancien ministre, auteur, rapporteur de cette loi, Monsieur Claude Évin. Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui avocat au barreau de Paris. Monsieur Gligorov, Joseph Gligorov, professeur des universités à la Sorbonne, praticien hospitalier au département d'oncologie médicale à l'hôpital Tenon. Madame Maître Lina Vialat, c'est comme cela qu'on doit vous appeler, avocate également au barreau de Lille, maître de conférence à la faculté de droit de Lille et vice-président de la Société française de santé digitale. Le digital, ce sera toute notre dernière partie. Et là, évidemment, vous aurez beaucoup de choses à nous expliquer. Gérard Raymond, bonjour. Vous êtes le président de France Assos Santé. Là, on aura besoin également de votre éclairage sur le côté patient, bien évidemment. Et puis, Lucas Reynaud, vous êtes médecin urgentiste, ça c'est le terrain. On va avoir beaucoup besoin également de votre éclairage là-dessus. Syndicat des jeunes médecins, région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques mots peut-être pour vous expliquer un peu le principe. Donc, vous voyez sur cet écran ou sur vos écrans devant vous, un certain nombre de personnes se sont inscrites pour ce débat. Elles pourront évidemment s'exprimer à tout moment. Je leur donnerai la parole. Il vous suffira, messieurs, dames, d'appuyer dans la conversation sur la petite main jaune qui vous permet, peut-être bien connue aujourd'hui, qui vous permet de vous signaler. Je vous donnerai la parole à ce moment-là. Gardez bien vos micros éteints jusque-là. Vous les ouvrirez pour prendre la parole et puis les éteignez bien après. Ça facilitera le dialogue. Alors, on va démarrer avec Monsieur Evans, si vous le voulez bien, parce qu'on a besoin de retracer un petit peu ce qui s'était passé en 2002 et comment est née cette loi. Je pense même qu'il faut aller un petit peu en avant ou un petit peu plus loin en fonction de la façon dont on considère cela. Avant 2002, comment est née cette loi, Monsieur Evans? Ouvrez bien votre micro. Alors, en fait, cette loi qui, en effet, a été adoptée à la fin de l'année 2001, elle fait suite à une évolution qu'il est peut-être effectivement intéressant de rappeler. Parce que les droits des malades, effectivement, sont là présentés, et je vais y revenir, et sont formulés de manière positive dans le Code de la santé publique, mais il y avait eu déjà un certain nombre de textes de loi qui avait exprimé dans différents corps législatifs, qui avaient exprimé un certain nombre de droits. En fait, c'est d'abord, il faut le rappeler, la loi du 31 juillet 1991, qui est une loi hospitalière, dans laquelle on trouve pour la première fois une introduction dans le Code de la santé publique d'un chapitre consacré aux droits du malade accueilli dans un établissement de santé. Hein, donc c'est la première fois qu'on voit vraiment dans le Code apparaître effectivement une formulation assez positive. Mais il y avait eu auparavant un certain nombre d'autres textes législatifs. Il y avait eu la loi peu de temps avant de 1988, du 20 décembre 1988, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, qui avait posé dans la loi le principe du consentement éclairé et préalable à toute expérimentation. Il y avait eu la loi du 27 juillet 90 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison des troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, qui avait affirmé le droit à la dignité, d'autre part le droit à l'information. Il y avait aussi les lois bioéthiques de 1994 hein, relatives au respect du corps humain, qui avait affirmé le droit à la dignité. La loi du 9 juin 1999 qui avait, concernant les soins palliatifs, qui avait affirmé que la personne malade peut s'opposer à toute investigation ou à toute thérapeutique. Et puis, il y avait eu d'autre part un certain nombre de jurisprudences. Hein. Je rappellerai notamment l'arrêt Tessier de 1942. Vous voyez qu'on remonte effectivement assez loin
quand on regarde l'évolution qui a conduit à cette loi du 4 mars 2002, hein, l'arrêt Tessier qui avait proclamé le respect de la personne humaine et qui impose au praticien, avant de réaliser une opération sur son patient, d'obtenir son consentement éclairé par l'information et qu'en violant cette obligation, le médecin commet une atteinte grave aux droits du malade et manque à ses devoirs déontologiques. Et puis, il y avait d'autres textes. Hein. Je rappelle que il y a une circulaire du 20 septembre 1974 qui institue la charte du malade hospitalisé et donc qui donne un corpus, si je puis dire, de droits qui sont réels et dont la publication, y compris sous la forme certes d'un arrêté qui n'a pas naturellement la valeur législative, mais qui donne quand même un certain nombre d'orientations. Et puis d'autre part, il y avait le code de déontologie médicale, parce que je crois qu'il faut aussi le rappeler, même si le code de déontologie médicale formule plutôt des obligations pour les professionnels, en miroir d'une certaine manière, il définissait des droits pour les patients. Et donc, il y avait nécessité de mettre en perspective l'ensemble de ces droits et de les formuler de manière tout à fait positive. Il y avait eu notamment, alors je l'ai apporté parce que je l'ai dans ma bibliothèque, il y avait eu un rapport du Conseil économique et social, publié en 1996, dont le hasard, si vous voulez, de l'histoire fait que j'en étais là aussi le rapporteur au Conseil économique et social, il n'y avait pas le terme environnemental à ce moment-là, mais qui portait sur les droits de la personne malade et qui, en fait, fait adopter par le Conseil économique et social, donc par la représentation sociale du pays, à une très grande majorité, pas à l'unanimité. Ça intéresse, regardons effectivement les débats, mais les droits qu'on va retrouver d'ailleurs dans la loi du 4 mars 2002. Alors, l'affirmation des droits positifs et puis d'autre part la question de l'indemnisation des accidents médicaux. Parce que c'était le deuxième volet que le rapport pointe effectivement, c'est que la responsabilité des professionnels, ou plutôt l'indemnisation des personnes qui étaient victimes effectivement d'un accident médical, était différente selon le fait que l'accident était intervenu dans un établissement public où là, il y avait effectivement une responsabilité administrative, une responsabilité globale, ou dans un établissement privé ou dans un rapport direct avec un professionnel libéral. Et dans ce cas-là, eh bien, il fallait parfois que la jurisprudence aille rechercher la faute pour pouvoir justifier l'indemnisation, ce qui créait une incertitude pour les professionnels et qui n'était pas non plus satisfaisant, qui était insatisfaisant pour les professionnels, mais qui était aussi insatisfaisant pour les patients. Donc, c'est au regard de cette réalité que j'avais personnellement un rapport au Conseil économique et social et que s'était imposé de plus en plus, je me souviens d'échanges avec certaines personnes qui sont aujourd'hui d'ailleurs présentes ici, hein, sur la nécessité qu'il y avait d'avoir un dispositif qui permette effectivement une indemnisation a priori, même si on pourrait d'ailleurs y revenir dans les perspectives qu'il faudrait sans doute reprendre, c'est que le dispositif n'est pas totalement satisfaisant, notamment, j'aurai peut-être l'occasion de réintervenir sur ce sujet, notamment sur un des volets qu'on avait souhaité introduire, qui est la question de la conciliation, hein, parallèle à l'indemnisation n'étant possible qu'au-delà d'un certain niveau de préjudice. Mais par ailleurs, quand on n'a pas atteint ce préjudice, effectivement, la conciliation pourrait jouer un rôle qui n'est pas toujours bien rempli, on pourra donc y revenir. Donc voilà le corpus qui nécessitait effectivement un texte législatif. Alors, dernier point, et j'en terminerai là, vous avez fait, Monsieur le Président, allusion tout à l'heure à présentant effectivement à ce qui est aujourd'hui devenu le titre premier plutôt de la loi, qui est l'arrêt Perruche. L'arrêt Perruche, en fait, là, plutôt le débat autour de l'arrêt Perruche et le dispositif de la loi qui, en effet, a été parfois présenté comme un dispositif anti-Perruche, il n'est intervenu qu'au moment du débat, hein, puisque, en fait, il y avait eu, à la suite de l'émotion qu'avait provoqué l'arrêt de la Cour de cassation, il y avait eu un débat à l'Assemblée nationale avec une proposition de loi qui avait été présentée par Jean-François Mattei et qui avait été donc adoptée à l'Assemblée nationale dans un premier temps. Et quand le texte relatif aux droits des malades, donc qui est devenu la loi du 4 mars, après l'examen à l'Assemblée, est arrivé au Sénat, le Sénat a voulu réintroduire, avec l'accord du gouvernement d'ailleurs, a voulu réintroduire le dispositif adopté à l'Assemblée nationale dans le texte devenu la loi du 4 mars, et effectivement est même devenu le titre premier dans le texte du 4 mars. Donc voilà les éléments, je dirais, de contexte dans lequel effectivement ce débat parlementaire a eu lieu à la fin de 2001, début tout premier jour de 2002,
et qui a conduit donc à cette loi du 4 mars 2002 dont nous parlons encore aujourd'hui naturellement avec beaucoup d'intérêt. Merci Claude Évin. Je vais avoir aussi quand même une ou deux questions. Je vais distribuer la parole, mais c'était intéressant de vous entendre. Est-ce que il y a eu un parcours semé d'embûches à l'Assemblée? Non, pas réellement. J'ai pas en tête les votes, mais il y a eu plutôt un accord. Il y a eu, d'autre part, ce qui est aussi un des éléments, alors c'est pas uniquement l'Assemblée naturellement, mais Et le alors, Sénat, bien entendu. sans rentrer dans les détails, il y a eu un accord ce qu'on appelle un accord de CMP, c'est-à-dire un accord de commission mixte paritaire, qui est donc, comme vous le savez, après un examen, c'est un texte qui avait fait l'objet de ce qu'on appelle une procédure d'urgence. En fait, la procédure dite d'urgence dans le débat parlementaire, c'est le fait qu'il n'y a qu'un débat, enfin, qu'il n'y a qu'une lecture, pardon, dans chacune des deux assemblées avant la réunion des deux assemblées en commission mixte paritaire. Il y a eu un accord de CMP sur le texte. Alors, effectivement, presque pour l'anecdote, le Sénat avait fait quand même de l'introduction du dispositif anti-perruche la condition de l'accord de CMP. Donc, ça a été en effet le premier élément du débat. Et on a trouvé un accord, même si personnellement, et le président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée de l'époque, personnellement, en tant que rapporteur de la loi, j'étais très réservé, non pas sur le fond du débat, mais sur la nécessité d'introduire un dispositif Oui, législatif en la matière. Bon, c'est un autre bien élément du sûr. débat. J'estimais que les juridictions pouvaient avoir une appréciation au cas par cas des situations sans mettre en œuvre un dispositif législatif. Mais donc, j'étais assez réservé sur la nécessité d'introduire, mais on a trouvé un accord effectivement. Et donc, il n'y a pas eu de débat aigu comme on peut le trouver naturellement sur Oui, sur certains d'autres textes. textes, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est qu'il y a eu aussi des éléments d'ailleurs d'évolution dans le débat parlementaire. J'ai cité, parce que j'ai participé à d'autres colloques, j'ai cité notamment sur la question du consentement. C'est intéressant à noter puisque la formulation du projet de loi, je ne vais pas vous le dire au mot à mot, mais la formulation du projet de loi sorti du gouvernement, donc première lecture à l'Assemblée, était que le consentement était à la seule disposition du patient, que c'était la décision du patient, et c'est devenu en débat parlementaire une codécision. Hein. Le texte aujourd'hui sur le consentement est une codécision entre le patient et le médecin. Ça, c'est le résultat du débat parlementaire. Il y a eu d'autres éléments aussi. L'introduction, par exemple, concernant la personne de confiance, le fait que le médecin peut être la personne de confiance, qui là aussi n'était pas prévu au départ. Il y a donc eu des évolutions dans le débat Oui. parlementaire, mais il y avait un consensus assez général sur les orientations, en tous les cas, et l'intérêt du texte. Alors, j'ai vu Gérard Raymond qui représente l'association des France Santé, évidemment, pas qui tiquait, mais qui abondait peut-être pas Non, forcément non. dans tous les sens sur ce débat, ou est-ce que vous êtes d'accord avec Non, Monsieur non, Évin? non, je trouve. Merci d'abord pour cette invitation. Et c'est vrai que commémorer les 20 ans d'une loi, c'est pas fréquent. Ça montre bien que cette loi était extrêmement importante et a marqué un vrai, un vrai passage d'une représentation et du droit des usagers, d'une existence effectivement des patients dans le cadre des droits des usagers et donc l'introduction de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie sanitaire, et plus d'ailleurs la démocratie en santé, parce qu'il faut ouvrir le cadre effectivement de la participation citoyenne à l'élaboration, à l'évolution de notre système de santé. Non, non, ce que je disais, c'est que cette loi, moi j'étais tout jeune et je regardais ça d'un œil assez nouveau, bien entendu. Euh, cette loi a été quand même passablement préparée. Il y a eu un temps long avant. Hein. Elle vient pas d'une réflexion de 15 jours, de 3 semaines. Sur un coin de table, comme on Sur un dit, coin c'est de ça? table, comme on dit. Il y a eu beaucoup. Il y a eu les États généraux en 99 qui ont effectivement posé les grands principes, mais même avant, il y a eu quand même, il faut savoir que nous venons de loin et c'est quand même les contestations de certaines associations VIH sans contaminer qui ont fait qu'effectivement, et aussi la mobilisation d'autres associations qui avaient créé dès 1995 un collectif interassociatif de la santé, une douzaine, donc là où j'étais, je regardais ça avec un œil évidemment très, très, très intéressé. Donc il y a eu quand même un gros travail en amont. Et effectivement, le texte bien préparé, avec des beaux échanges entre nous-mêmes, associations de patients à cette époque-là, mais pas que d'ailleurs, et le ministère,
il y a eu un gros travail et c'est vrai que le débat parlementaire n'a apporté que sur quelques points de précision, mais qui a permis de véritablement mettre une loi qui a vraiment marqué Oui. dans l'évolution de notre système de Et on santé. reviendra sur cette question de révolution, évidemment, entre le patient et le médecin. Merci d'éteindre Ah, votre pardon. micro, si vous voulez bien. Docteur Sirès, 20 ans après, vous avez décidé d'écrire un rapport, de commettre un rapport, notamment parce que vous êtes la présidente des relations avec l'association des patients et des usagers. Pourquoi ce rapport? Merci de me donner la parole et encore merci à tous ces invités d'être présents avec nous pour fêter effectivement ces 20 ans qui sont extrêmement importants. Moi, j'ai envie de commencer ce débat en disant que finalement, la relation médecin-patient, c'est quand même le fondement de notre exercice. C'est quand même quelque chose sans lequel le médecin n'existe pas. Et c'est aussi une relation pour laquelle l'ordre a comme mission de défendre. Voilà. Et l'ordre, ici, a tout à fait sa place pour faire le bilan. D'ailleurs, cette commission que je préside depuis 2019 est tout à fait issue de cette loi, puisqu'elle est arrivée dans le règlement intérieur du Conseil national le 4 avril 2003, pour ne rien vous trahir. Alors, cette commission qui s'appelle la commission de relations avec les associations de patients et d'usagers, aujourd'hui a souhaité faire effectivement le bilan de cette loi 20 ans après, comme déjà le Conseil national a fait en 2002 des bulletins pour parler de cette loi. En 2011, le bilan à 10 ans, aussi dans un bulletin de l'Ordre des médecins. Et aujourd'hui, donc un rapport 20 ans après, qui a pris beaucoup de temps et d'énergie, mais que nous étions passionnés de faire. Ce rapport, je vais peut-être vous parler un tout petit peu de la méthodologie parce qu'elle est importante, hein. Nous avons réfléchi, on s'est dit: «Ben, on va interroger les associations de patients», ça me paraît important. Et puis on s'est dit: «Il faut aussi qu'on interroge les médecins», parce que finalement cette relation, elle est mixte, elle est double, elle est dans un colloque qui est singulier, mais qui nécessite 2 visions. Il y a probablement, pardon, 2 visions. Alors nous avons fait des questionnaires, on a pris la loi, on l'a déroulée, on a fait des questionnaires que l'on souhaitait, pratico-pratiques, au plus près de l'exercice des médecins et du ressenti des patients, afin de pouvoir effectivement s'imprégner de la façon dont la loi aujourd'hui, elle est appliquée au sein du colloque singulier, encore une fois, qui est cette relation médecin-patient. Et on a eu des résultats extrêmement intéressants qui nous ont aidés à poser des leviers pour essayer d'améliorer cette application et pour essayer d'informer mieux encore les médecins de ce comment on pourrait faire pour que cette loi aille jusqu'au bout de ses intentions. Voilà. Voilà, et on reviendra en deuxième partie, évidemment, sur quelques chiffres que que vous nous présenterez. Merci d'éteindre également votre micro. Lina Viliat, maître, vous aussi, vous avez eu ce regard sur cette loi. Quelque part, vous y avez aussi peut-être un petit peu contribué. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça? Alors, déjà, merci de donner la parole aux juristes, hein, merci de cette invitation. Alors, j'y ai contribué pas tout à fait. J'ai effectivement eu accès à un certain nombre d'informations. Peut-être répondre à votre question par un témoignage de de celle qui a fait une thèse à l'époque sur le contexte du droit médical qui, d'un point de vue juridique, n'existait pas. Il faut savoir qu'en droit, avant la loi du 4 mars 2002, la responsabilité, la relation de soins relevait du régime du droit commun, donc celui-là même qui s'applique dans les relations entre les personnes privées, et donc c'était le droit commun qui s'appliquait. Et cette loi du 4 mars 2002, effectivement, est venue créer un régime spécifique aux relations médicales, au droit médical. Donc ça, c'est un point qui était pour nous, juristes, fondamental, simplement parce que quand il fallait appliquer le droit commun de la responsabilité à une relation aussi intime qu'est la relation de soins, eh bien, le juriste s'avérait ne pas du tout être adapté parce qu'il appliquait des textes qui n'étaient pas adaptés à la relation de soins. Ce qui fait que, concrètement, avant la loi du 4 mars 2002, avant ce que Claude, effectivement, a tracé comme cadre spécifique désormais, eh bien, on devait appliquer le régime de la responsabilité civile délictuelle, le régime de la responsabilité civile contractuelle. C'est-à-dire que devant les juridictions, on faisait état, notamment devant les juridictions judiciaires, c'était autre chose devant le Conseil d'État, eh bien, on faisait état des mêmes textes que celles qui s'appliquent quand malencontreusement, vous commettez un dommage par le fait de l'homme. Et donc, ce qui fait que concrètement, les magistrats se retrouvaient à trucher les textes du droit commun pour faire en sorte qu'ils s'adaptent plus ou moins à la relation de soins. Et ce qui a justifié un certain nombre de jurisprudences qu'on a eu du mal à comprendre, que les médecins ont eu du mal à comprendre, que les patients ont eu du mal aussi à comprendre. J'évoque parmi quelques exemples l'obligation d'information, le défaut d'obligation d'information, dont dans un premier temps, on disait au patient que c'était à lui d'apporter la preuve de ce défaut.
Et puis ensuite, on s'est dit, ah bah non, finalement, c'est le médecin qui doit apporter la preuve de ce défaut et qui fait que généralement, eh bien, les décisions étaient mal On comprises d'un côté reviendra comme de l'autre. très Voilà. précisément sur Ouais. ce point. En tout cas, merci pour ce Je vous en prie. témoignage. Je vais juste, avant de vous donner la parole, rappeler quand même le schéma pour tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur. Vous pouvez évidemment lever la main. Je me ferai la joie de vous donner la parole un peu plus tard. Vous-même dans la salle, n'hésitez pas. Hein, dans quelques instants, on fera un petit débat interactif. C'est le but quand même de ce débat enregistré. Je tenais quand même à le préciser. Joseph Gligorov, vous êtes professeur à l'université à la Sorbonne, praticien hospitalier, je le rappelais, à l'hôpital Thonon. Cette loi, elle est aujourd'hui d'importance. Peut-être, vous êtes à côté d'un urgentiste, et vous, c'est aussi le terrain en tant que médecin. Cette loi, elle est née il y a 20 ans. Vous en voyez les effets, l'importance aussi de cette loi aujourd'hui, quand on se retourne un petit peu 20 ans après? Cette loi est importante, comme l'ont rappelé les orateurs précédents, sur plusieurs aspects. Un, c'est la relation, bien évidemment, entre les soignants et les soignés. Ça, c'est fondamental. Mais c'est une loi qui, au-delà de ça, aussi met en place les bons bâtissements d'un nouveau système de santé, ou en tout cas de ce qui voulait être un nouveau système de santé en termes qualitatifs. Et ça, c'est excessivement important parce qu'il y a bien évidemment cette composante fondamentale qui est la relation, encore une fois, soignant-soigné, mais il y a aussi une composante qui est celle sur la démocratie sanitaire, ce que l'on fait de ce qui aujourd'hui est parfois plus considéré comme un coût qu'une richesse, alors que c'est une véritable richesse, et comment est-ce qu'on défend cette richesse commune qu'est notre système de santé. Le deuxième élément, c'est que ça a été très très bien rappelé par Monsieur Raymond, c'est que c'est quelque chose qui découle aussi d'un certain nombre d'événements préalables. Et j'ai été étudiant à ce moment-là, j'étais interne au moment de la promulgation de cette loi, mais j'ai grandi aussi avec l'arrivée du sida dans les hôpitaux. Les relations qu'on a pu avoir à ce moment-là, et on a pris conscience aussi d'un élément excessivement important, c'est que Heu, sans vouloir choquer, la médecine n'est pas une science. C'est une pratique qui se sert des sciences, mais ce n'est pas une science. Et ce degré d'incertitude peut amener aujourd'hui à des zones grises, et ces zones grises sont exacerbées en période, de pandémie. On l'a vu il y a pas très longtemps et on le vit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que l'acquis des connaissances est une chose, la mise en pratique de ces connaissances en est une autre, et les conséquences de cette mise en pratique peuvent aussi être une troisième dimension. Et finalement, il me semble que cette loi a essayé de répondre à ce degré d'incertitude pour baliser le terrain de ce qui est du domaine de l'acceptable ou de l'inacceptable en termes de prise de décision personnelle, commune, partagée, et elle a ramené le débat au centre de la décision, encore une fois, patient avec thérapeute, dans l'objectif de faire le mieux possible avec le moins de marge d'erreur, ou en tout cas d'expliquer la marge d'erreur qui existe. On entend souvent, même à la lecture de certains articles, que c'était un peu la fin du paternalisme, c'est ça? Je ne suis pas d'accord sur ce terme de paternalisme parce que je pense que cette vision des choses, elle dépend aussi de la vision de chacun des praticiens. Il y a encore aujourd'hui des praticiens qui ont des approches paternalistes, et il y avait historiquement, je vous rappelle que Robert Debré vous voyait les enfants. Donc j'ai du mal à imaginer que c'était une approche paternaliste alors que c'est un des plus grands pédiatres de l'histoire de la pédiatrie. Donc je pense que cette vision schématique du paternalisme ou pas, en tout cas, elle a eu comme mérite, encore une fois, d'expliquer, indépendamment des relations humaines que l'on peut avoir, on y est confronté chacun avec tel ou tel patient ou patiente, en tout cas, quelle était, nous, en tant que thérapeute, notre marge de discussion et notre marge de prise de décision, plus ou moins dépendante ou indépendante, et elle s'est réduite à juste titre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre une décision importante sans qu'on engage, encore une fois, un débat avec celui qui doit être soigné. Avec, et mon collègue est à côté, il prendra la suite, je pense, la marge de décision qui est celle de l'urgence. C'est-à-dire que quand on est confronté à une situation où on n'a pas la réponse en face de soi, et une discussion, je suis oncologue, donc je prends des décisions avec des gens qui mettent en jeu leur pronostic vital sur des décisions importantes. Mais quand on est face à une situation d'urgence, la part d'échange est parfois beaucoup plus limitée. Bien, malgré tout, il y a une nécessité aussi de définir ce terrain, j'allais dire, d'échange dans des situations différentes. Et c'est pas du paternalisme, Non, c'est non. juste que voilà. Et Lucas Reynaud, vous êtes plus jeune ici autour de cette table, mais vous êtes sur le terrain en tant qu'urgentiste tous les jours.
comme Dr Siret également dans son cabinet, mais vous l'avez connue comment, vous, cette loi, l'apprentissage de cette loi? On va détailler un petit peu tout ça, mais voilà, j'avais envie de vous entendre par rapport, un, à votre jeunesse et deux, par rapport au terrain. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Moi, je l'ai appris, oui, en 2010, presque 10 ans après, sur les bancs de la fac en première année, hein, les sciences humaines, où là, on nous apprend justement la fin du paternalisme médical grâce à la loi Kouchner, différents modèles plus ou moins anciens et puis un nouveau modèle de décision partagée, mixte avec le patient. Euh, et puis, j'ai découvert, on va dire, enfin, moi, j'ai jamais connu, hein, ce paternalisme qui est en fait très réducteur et comme disait, l'orateur précédent, pas vraiment, aussi simple. Heu, sur le terrain, on va dire aux urgences, le colloque singulier, il est mis à mal aujourd'hui et de plus en plus, hein. Les conditions font que, l'abattage, du nombre de patients, les difficultés d'exercice et puis les situations d'urgence font que le colloque singulier, pour moi, aujourd'hui, est de plus en plus, difficile. Alors que j'ai une petite expérience d'1 an, hein, donc depuis la fin de l'internat et c'est vrai que c'est mon témoignage aujourd'hui que je veux apporter. Absolument, oui, c'est ça dont on a besoin également. Je voyais que dans la salle, ça réagissait un petit peu. Peut-être, madame, vous souhaitez éventuellement poser une question, une interpellation ou même un commentaire, n'hésitez pas. Oui, Merci de vous présenter, s'il vous plaît. oui, docteur Ourassi, conseillère nationale et médecin généraliste en Savoie. Donc oui, je réagissais au colloque singulier, dans le cadre de l'urgence, mais et effectivement, même au sein des cabinets, dans notre quotidien, la surcharge d'activité fait que le colloque singulier se réduit de plus en plus. Voilà, donc c'est vraiment un débat, d'actualité. Plus que d'actualité, peut-être, Monsieur Raymond, peut-être éventuellement également, pas forcément une réponse, mais en tout cas un témoignage. Non, nous constatons nous aussi, effectivement, qu'il y a aussi une nécessité de réorganisation de notre système de santé pour permettre cet échange-là entre une expertise scientifique et une expertise profane, pour qu'effectivement ce colloque singulier puisse se développer. Mais c'est toute une organisation, une nouvelle, j'allais dire, philosophie de la médecine, de territoire et d'approche, effectivement, des professionnels de santé avec les patients ou les usagers de la santé. Juste un point quand même, on parle beaucoup de droits individuels, mais cette loi aussi a apporté des droits collectifs. Je pense qu'il ne faut pas les oublier. Ça aussi, c'était quand même Vous important. pensez en termes de droits collectifs, si vous pouvez Mais être c'est-à-dire à la un peu plus représentation précis? des usagers de la santé dans les établissements de soins. Ben voilà. Et les associations qui sont rentrées dans les établissements de soins, alors ce qu'on a appelé la CRIC-PC, qu'on appelle aujourd'hui la commission des usagers, CDU, c'est important aussi. Et effectivement, il y a eu aussi quand même la création plus tard des conférences régionales de santé et de Bien sûr. l'autonomie, etc., etc. La participation des usagers de la santé regroupés dans des associations agréées du système de santé à participer dans les institutions sanitaires et tout, c'est aussi quelque chose d'important et cette loi l'a permis effectivement. Elle a permis donc pour l'hôpital et aussi pour la ville, c'est ce que vous nous dites. Pour l'hôpital, pour la ville aujourd'hui, on voit bien CPTS, etc., MSP et compagnie, on voit bien qu'il va falloir aller plus loin, mais aussi dans les institutions, que ce soit les agences, HAS, ANSM, les relations avec le ministère aussi. Aujourd'hui, il y a un vrai dialogue qui s'est instauré entre l'ensemble de ces agences-là et les associations agréées du système de santé. C'est cette loi qui l'a permis. C'est important, effectivement, aussi de le marquer. Alors, un vrai dialogue, mais peut-être aussi une forme de méconnaissance, ou en tout cas un manque de connaissance. C'est ce qui ressort quand même de votre rapport, docteur Siret. Si vous pouviez peut-être nous détailler quelques chiffres saillants, et en tout cas, ça va alimenter le débat entre nous, et évidemment avec tous ceux qui nous regardent à l'extérieur. Oui, oui, la réalité de ce rapport, c'est qu'on a été, relativement surpris par ce chiffre-là, qui était de dire que à la question de savoir si la loi Kouchner était connue, une bonne moitié des patients, puisque ça équivaut à peu près à 54 disent ne pas la connaître et même vouloir mieux s'en informer. Quant aux médecins, nous avions pris le parti de ne pas leur poser la question et finalement, il y en a quand même 6 qui spontanément nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas cette loi. Alors, comment les médecins ont-ils connu cette loi? La réalité, c'est que nous avons fait dans la méthodologie, nous avons pris une cohorte de médecins qui étaient, obligatoirement des médecins avant 2002 jusqu'aux médecins d'aujourd'hui, parce qu'il fallait qu'on puisse interroger tout le monde et on s'est aperçu que sur 35 des médecins, 35 des médecins, pardon, disaient avoir été informés par leur formation initiale et quand on détaillait cette formation initiale, c'était en fait les stages et moins la formation théorique.
Quant aux autres, ceux qui disaient qu'ils l'avaient connu par ailleurs, il y a 21% des médecins, pardon, qui expliquaient qu'ils l'avaient connu par ailleurs. Eh bien, ils disaient qu'essentiellement, c'était lié par les médias. Donc, effectivement, aujourd'hui, la formation, elle se situe dans les études et je crois que c'est important. Mais même pour moi, qui n'ai pas connu cette formation, puisque je suis d'avant 2002, on l'a appris finalement au fil de l'eau, C'est effectivement. ça, et c'est ce que disait tout à l'heure Lucas Raymond, c'est que vous avez aussi appris ça euh, à la fac, sur les bancs de la fac. Et du coup, est-ce que vous estimez, vous, aujourd'hui, qu'on a assez de connaissances, faudra aller plus loin? Qu'est-ce que d'ailleurs le Conseil national de l'ordre des médecins peut faire pour qu'il y ait un maximum de connaissances sur cette loi? Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui. Oui, alors le Conseil national n'a pas démérité, hein. Il fait beaucoup de bulletins de l'ordre des On médecins de n'en doute façon pas. régulière. Il a produit un site avec des fiches extrêmement bien faites. Excuse-moi de faire un petit peu de publicité, mais c'est quand même important d'y aller parce que si vous avez des questions, on les trouve, les réponses. Et puis, vous avez ce rapport qui a été largement diffusé, qui nous permet un débat très intéressant aujourd'hui et qui va effectivement permettre, je pense, et ça c'est le travail de la commission à venir, d'élaborer quelques éléments ou des fiches techniques, on va voir, Hmm. pour aider les médecins effectivement à mieux connaître cette loi. Et du coup, Monsieur Gligorov, à l'hôpital, vous sentez, vous, avec vos autres collègues, qu'il y a ce manque d'informations quand on parle avec le patient? Ou est-ce qu'au contraire, ça y est, c'est rentré dans les mœurs? C'est toujours la même problématique en médecine, c'est entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup d'informations disponibles, que ce soit celle qui est médiée par le Conseil de l'ordre ou tout simplement se rapporter aux textes légaux qui existent, hein, qui sont à disposition. Après, l'articulation entre l'écrit, la mise en pratique et la situation, elle nécessite un accompagnement. C'est le propre de la médecine, c'est le compagnonnage. Et il est vrai que si dans cette situation particulière, les plus anciens n'ont pas connaissance intégrée, voire même se retrouvent dans une situation où ils pratiquent sans savoir que cette pratique est effectivement légiférée, eh bien, on n'accompagne pas les plus jeunes et ça peut poser un problème qui est d'identifier les situations dites à risque, compliquées, pour lesquelles on expose les patients à des situations qui sont inconfortables en termes de relations et éventuellement même en termes plus tard de litige. Donc ça nécessite un accompagnement. Il y a aujourd'hui dans nos hôpitaux et nos établissements de santé respectifs, probablement aussi en ville, dans les cabinets, mais je pense que c'est plus compliqué pour nos collègues vu la charge de travail qu'ils ont, des capacités de mettre en place des temps d'échange. Et ça, c'est excessivement important sur des situations conflictuelles. Il y a des réunions multidisciplinaires où, quand on est face à des situations éthiques difficiles ou compliquées sur le plan de la prise de décision, même si on a un interlocuteur patient qui est tout à fait réactif, on a cette capacité d'accompagner. Encore faut-il prendre le temps, avoir conscience de la difficulté et y aller. Est-ce que vous arrivez, vous, à avoir ce temps, Monsieur Reynaud également? Euh, le problème du temps, ça a été soulevé par mes collègues, hein. La loi est formidable. Non, mais Bravo, Monsieur Evin. non, mais la loi est formidable. On va pas dire le contraire. C'est excessivement intéressant. Le problème, c'est pas la loi. Le problème, c'est les moyens derrière. C'est que si vous devez prendre beaucoup plus de temps pour faire des choses, ce qui est tout à fait légitime, à un moment donné, on ne peut pas prendre une décision commune en 3 secondes. Surtout quand elle porte sur des conséquences relativement importantes sur le parcours du patient, sa vie personnelle, et cetera. Donc si les moyens ne sont pas mis à disposition, par définition, eh bien, il va y avoir des difficultés. Donc on essaye de le prendre. Ma profession fait qu'en tant que cancérologue, si je puis dire, je suis amené tous les jours à ce type de décision. On est même allé plus loin, j'allais dire, que la loi sur un certain nombre de conséquences en termes d'échanges. C'est comme ça. Mais je dois reconnaître que c'est pas toujours facile, hein. Hier, j'ai terminé à 22 heures la consultation. J'imagine que pour vous, Lucas Reynaud, c'est la même problématique. Comment est-ce que vous répondez à tout ça? Parce que vous êtes en plus dans l'urgence, tout le Juste temps. juste pour rebondir, sur ce qui a été dit, c'est le compagnonnage, dans nos études, je pense que je viens de terminer, il y a une perte de ce compagnonnage, due à la déviation de tâches, on va dire, sur les dernières, décennies, hein, que j'ai pas connues, mais, l'informatisation, la judiciarisation, l'ambulatoire qui fait qu'on doit faire plus d'entrées, plus de sorties. Tout ça, en fait, on perd du temps médical et on perd ce qu'on appelle, nous, le compagnonnage, hein, c'est-à-dire que nos aînés, nous ont pas délaissés, par volontairement, c'est par manque de temps, hein. C'est-à-dire que la nuit, l'interne va se retrouver, tout seul dans les gardes de pavillon, heu et dans mes stages, je l'ai remarqué aussi, c'est dans les services, on aura une visite de seniors, pour nous aider, pas quotidienne et en tout cas, l'hôpital, public, heu,
manque de compagnonnage pour ces plus jeunes. Et ça, je pense que c'est vraiment, quand on discute avec nos aînés, c'est vraiment une perte et ils en ont pas forcément conscience. Et en fait, ça se répercute après sur le colloque, sur l'échange. On va apprendre de notre expérience pour reproduire l'annonce de mauvaises nouvelles, la prise en charge de la mort, l'annonce aux familles, etc. Et tout ça, on l'apprend avec l'expérience. Mais je pense qu'on aurait à gagner en retrouvant un peu de compagnonnage. Et là où les jeunes, notamment les internes, sont en difficulté, c'est sur leur manque d'expérience. Et tout de suite après l'externat, on se retrouve seul rapidement en service. Et c'est là que c'est dramatique. Et peut-être qu'on est là pour échanger. Donc, est-ce que certains voudraient prendre la parole sur cette idée de compagnonnage? N'hésitez pas à lever la main, monsieur, je vous en prie. N'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Allez, il faut se lancer. Oui, docteur Foul, donc je suis chirurgien à Amiens et membre du Conseil national. Oui, je voudrais revenir sur cette question de compagnonnage, puisque nous avons Serge Usan ici, qui est vice-président et qui est aussi un éminent enseignant, qui a exactement fait la même remarque sur le manque de compagnonnage. Donc, je compte sur les PUPH, comme M. Guigorov, bah oui, vous êtes le seul, donc pas de chance. Mais je compte sur vous pour justement remettre au centre ce problème de compagnonnage qui a l'air d'être un problème important dans les études. Monsieur Gligorov. Non, ça l'est, c'est que c'est toute la difficulté, encore une fois, de la pratique et les procédures. Il n'y a pas longtemps, on s'est demandé qu'est-ce qui faisait que l'attractivité d'un établissement était différente. Bien, en fait, quand on regarde, les procédures sont aujourd'hui relativement normées. Donc, si on applique les procédures que l'on travaille dans tel ou tel établissement, la qualité des soins, théoriquement, devrait être identique. Ce qui change, c'est probablement la qualité de l'accompagnement et du compagnonnage que vous évoquez, tant du point de vue de la formation des plus jeunes que le compagnonnage aussi avec les patients. À la Sorbonne, on a soutenu la mise en place d'une université des patients. Il y a d'autres établissements qui font des choses comme ça, mais l'idée est tout simplement que aujourd'hui, indépendamment de la maladie qui peut, j'allais dire, tomber sur quelqu'un, eh bien, il faut quelque part valoriser ceci en disant que c'est un parcours de soins un peu particulier. Il y a des gens qui, dans des entreprises, payent pour aller faire l'ascension de tel ou tel sommet en disant que ça va être une valeur ajoutée. Là, les gens ne veulent pas être malades, mais à partir du moment où ils ont une expérience et un parcours difficile, c'est malgré tout une expérience qui peut être considérée comme une expérience positive et qui peut être utile aux autres pour privilégier et faciliter un certain nombre d'approches. Ce compagnonnage, il n'est pas uniquement avec les soignants, il est également avec les soignés, parce que parfois ils perçoivent des choses qu'ils ont du mal à identifier, du mal à verbaliser, et ces éléments-là sont fondamentaux. Et donc je pense que encore une fois, le rôle de l'université et de la faculté, c'est de réfléchir à des nouveaux métiers, c'est de réfléchir à l'évolution de ces métiers, et tant, encore une fois, en médecine, sur la partie théorique, mais énormément sur la partie pratique, car je reste persuadé que sans pratique, et même si demain on fait plein de progrès en numérique et en tout ce que l'on veut, ça reste une relation humaine, et les machines ne remplaceront jamais la relation que l'on peut, enfin jamais, en tout cas pas pour l'instant, la relation que l'on peut avoir entre deux individus et où on met, encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est ce qui est important, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui vous permet tout simplement de voir ce qui est précieux. Une machine ne reconnaît pas ce qui est précieux, elle reconnaît ce qui est important. Et dans l'intelligence émotionnelle, il y a cette notion de préciosité qui fait que on va parfois prendre des décisions qui peuvent paraître illogiques, mais qui sont importantes pour la personne qu'on soigne. Donner des vacances à un moment donné où on doit démarrer un traitement, parce que c'est plus important d'avoir des vacances que d'avoir ce traitement tout de suite. Prendre une décision de reculer un geste en disant, il y a un petit risque, mais finalement, c'est tellement important pour vous, cette autre chose que voilà. Et ça, la machine, pour l'instant, n'est pas capable de le faire. La machine, on en parlera évidemment dans cette Ça ne veut troisième pas dire partie qu'elle qui n'est sera pas utile, hein, bien c'est deux sûr, choses différentes. évidemment, on ouvrira ce débat, on laissera une large place. Oui, maître Villade, vous vouliez Alors prendre la sur ce parole et point, Claire Tirette après. effectivement, je vais juste revenir pour confirmer les dires. En fait, la loi du 4 mars 2002, vous avez raison. Alors pour moi, l'enseigner en fac de médecine également, en tant que juriste, je me rends compte que les étudiants donnent pas du sens en fait à cette loi. Ils disent: «Oui, très bien, c'est des obligations». Ils interprètent ça comme une obligation, un droit, une responsabilité, quand ils savent ce que c'est encore que la notion de responsabilité juridique. Quand ils sont, médecins, on se rend compte en fait qu'ils découvrent la loi, mais sous le mauvais angle, souvent parce qu'il y a un contentieux. Donc forcément, en fait, ils se demandent: «Mais ah bon, je devais faire ça?» Et du coup, ils ne donnent à cette loi qu'un sens qui n'est pas celui que la loi veut lui donner. On prend effectivement l'exemple de l'obligation d'information et du consentement. Finalement, ce n'est qu'un véhicule juridique qui permet simplement de rappeler que cette relation de soins est avant tout une relation humaine qui doit effectivement passer par l'échange.
Le juriste n'est pas là pour dire c'est une obligation, c'est un droit, et donc ça entraîne une responsabilité. Mais c'est tout simplement de dire il doit y avoir un minimum d'échange. Parfois, effectivement, ça importe. C'est important pour le médecin de formaliser cet échange parce Bien que sûr. parfois il ne le fait pas tant il est dans son savoir. Et que le patient, effectivement, tant il est dans sa maladie, n'ose pas effectivement poser les bonnes questions parce que la confiance ne s'est pas établie. Et parfois, il n'y a même pas besoin de se parler. Ils se disent des choses par le simple regard et ça suffit pour considérer qu'il y a effectivement eu un échange. Oui, et là, on ouvre ce débat évidemment sur le consentement libre et Ouais. éclairé. Docteur Siret, si vous voulez bien prendre la parole quelques secondes sur ce point, et je sais que M. Evin également prendra la parole après. Oui, je voudrais rebondir quand même sur cette notion de compagnonnage. On parle beaucoup à l'hôpital, mais il faut aussi pas oublier la médecine libérale et celle de ville. Et aujourd'hui, et c'est vrai que ce temps médical manque énormément aux patients, mais il manque aussi beaucoup aux médecins pour arriver à mettre en place ce consentement éclairé qui a vraiment révolutionné la relation médecin-patient. Alors le compagnonnage en ville, il faut en parler, c'est la maîtrise de stage. Et je crois que cette maîtrise de stage se développe et doit en continuer à se développer parce qu'effectivement, elle aide les jeunes à comprendre ce que c'est que l'exercice libéral et surtout à leur enlever cette peur qu'ils en ont. Voilà, c'était juste par rapport à Très bien. ça. Monsieur Evin, là, on a ouvert ce débat hein, qui est aussi très important, cette fameuse révolution en fait entre le patient et le médecin. Avec votre micro, si vous voulez bien. Non, Merci. je suis naturellement très sensible à l'expression des professionnels sur la complexité de la relation de soins. Et cette complexité, elle a plusieurs fondements. Il y a plusieurs raisons qui conduisent aujourd'hui à cette complexité. Il y a la montée des maladies chroniques, il y a les traitements qui sont effectivement de plus en plus aussi compliqués et qui nécessitent en effet une attention tout à fait particulière. Simplement rappeler que, d'ailleurs, c'est pas pour considérer qu'ici c'est ce qui s'est exprimé, mais que la question des droits des malades, c'est-à-dire ce qu'on est la nécessité d'informer, la nécessité que le patient soit bien un acteur de sa santé, c'est pas une contrainte. C'est-à-dire que c'est effectivement d'ailleurs une démarche qui est absolument nécessaire d'adhésion du patient à la démarche thérapeutique. Et ça fait aussi partie du soin, pour moi, enfin, en tous les cas, et je pense que Gérard Raymond pourrait tout à fait le confirmer. Alors, j'entends bien que la question du temps, c'est compliqué parce qu'il faut effectivement, quand il y a un traitement compliqué à annoncer, une décision difficile ou un diagnostic difficile à annoncer, ça demande effectivement du temps. Je voudrais simplement rappeler que, et Lina tout à l'heure l'indiquait, c'est-à-dire qu'avant la loi du 4 mars, c'était le droit commun, mais la loi du 4 mars nous renvoie aussi au droit commun, parce que les droits des patients, ce pas des droits exorbitants du droit, c'est les droits fondamentaux de la personne humaine, c'est-à-dire le principe d'autonomie de la personne, le fait qu'elle puisse décider pour elle-même. Alors, simplement, on pourrait y revenir éventuellement, mais parce que la question aujourd'hui, c'est quoi les pistes d'amélioration? C'est tout simplement de connaître c'est de veiller à l'application de ces droits et d'en connaître les raisons, d'en connaître les motivations. Car aujourd'hui, quand même, dans la pratique médicale, et c'est pas du tout stigmatisant ce que je suis en train d'exprimer, mais dans des détails, on se rend compte combien il y a quand même encore besoin de la part des professionnels de bien identifier ce qu'est ce droit à l'information. Quand un médecin généraliste, un cas tout à fait personnel, qui concerne ma maman il y a quelques jours, quand un médecin généraliste donne à un patient une lettre pour aller voir un autre médecin, et que cette lettre est cachetée, par exemple, et que ma maman me dit, moi, je voudrais savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette lettre. Ben, ça, par exemple, c'est un élément important qui est un petit geste quotidien, hein, mais de la part d'un professionnel, effectivement, il y a une absence de ce qu'est effectivement l'autonomie de la personne, le droit de savoir ce que mon médecin porte comme appréciation sur mon état de santé. C'est ce qu'on appelle libre et éclairé. C'est bien Libre ça. et éclairé, mais alors ça conduit, le libre et éclairé, c'est le consentement, hein, mais pour qu'il y ait consentement, il faut Oui, effectivement qu'il y ait il faut qu'il y ait l'information. relation, Et on bien ne peut sûr. pas cacher à un patient Alors, une information. Mais cette monsieur, petite anecdote, pour moi, il y a 3 jours, m'a renvoyé à un des éléments de la loi du oui, 4 qui mars illustre 2002. très bien la loi. Il y a une question qui a été posée par Mathieu, que vous voyez ici. Voilà, comment informer lorsque la consultation dure 6 à 7 minutes? On revient sur la question du temps. Peut-être, docteur Siret, si vous voulez bien peut-être d'un mot, on va poser la question aux médecins qui sont là. Oui, oui, bah, le temps médical, c'est une notion, qui se perd hélas, hein, et que nous, médecins généralistes, en tout cas en ville, on crie, hein, on souhaite vraiment retrouver du temps médical,
au rapport du temps administratif si on doit faire une explication de texte. Et d'ailleurs, dans ce rapport où nous avons eu beaucoup de commentaires de la part des patients et de la part des médecins quant à la relation médecin-patient et à sa difficulté, la notion de temps médical qui se perd est autant décriée par les patients que par les médecins, hein. Absolument. Et c'est pour ça que Mais Gérard Raymond voulait on, s'exprimer là-dessus. on- on touche là aux problèmes fondamentaux, c'est-à-dire c'est effectivement une nouvelle organisation. Parce que la loi a émis des textes, des obligations. Ah, il faut passer aujourd'hui de l'obligation à un changement de posture qui devient une véritable volonté de rentrer en contact et en dialogue avec le patient. Ce n'est pas simplement une obligation, c'est devenu une forme de soigner, c'est devenu une forme d'accompagner effectivement les personnes malades. Et donc, ça nécessite une nouvelle organisation. La médecine solitaire, c'est fini, c'est la médecine solidaire. Faut-il avoir autour de soi, effectivement, des personnes qui pourront rentrer en contact et mieux échanger avec le patient. Une consultation de 6 minutes, c'est peut-être juste pour expliquer le traitement. Mais le reste avant, connaître la vie de la personne, ses représentations, ses peurs, ça, c'est important. Et donc, ça peut être fait aussi dans un cadre totalement différent. Je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, après 20 ans d'une loi dont personne n'a remis en cause le texte, au contraire, les différentes lois qui sont venues après n'ont fait que renforcer, on montre bien que nous devons passer maintenant à une nouvelle dimension, celle de la réorganisation de notre système de santé, pour qu'on ait véritablement un dialogue qui s'instaure entre des sachants scientifiques et des sachants profanes dans leur propre représentation. Ça, autre chose qui me paraît important aujourd'hui, c'est de dire qu'effectivement, le patient, celui qui souffre, n'a aucune information sur sa santé. On est dans un système de soins. On parle là de soins depuis le début. Si on avait une véritable éducation à la santé dès le premier âge, si on éduquait les personnes à leur capital santé, à prendre soin d'elles-mêmes, peut-être qu'elles auraient aussi une réaction de dialogue avec le professionnel de santé, connaissant parfaitement ce que c'est que le système de santé. Donc il y a aussi là, c'est à plus long terme bien entendu, mais une volonté certainement d'informer, d'acculturer l'ensemble de la population à ce qu'est le système de santé. Ce Et, n'est pas, et ça passerait par quoi? ça ne repose pas que sur les professionnels de santé. Ça nécessite aussi, et de la part Oui. peut-être aussi des associations, de monter en culturation sur le système de santé pour leur propre communauté. C'est-à-dire plus de communication, plus Plus de d'implication, communication. L'éducation à la santé, c'est quand même quelque chose d'important. bien sûr. La prévention, c'est quelque chose d'important. Connaître son capital santé et pouvoir essayer de le conserver, c'est important. Et si demain, on peut penser qu'effectivement les personnes auront conscience de leur état de santé, il pourra y avoir un dialogue beaucoup plus constructif et des échanges beaucoup plus intéressants avec les professionnels de santé, on peut espérer, mais y compris des consultations de prévention, etc., etc. Donc, se mettra en place un véritable dialogue qui pourra après perdurer dans le cadre de développement, hélas, de pathologies chroniques ou autres. Mais cette loi offre effectivement ces immenses possibilités. La situation que nous venons de vivre le montre aussi. L'an 2 pour nous de la démocratie en santé, c'est bien cette faculté effectivement de pouvoir créer des lieux d'échange, d'accompagnement, d'équipes qui vont accompagner les personnes. Et dans ces équipes-là, j'ai bien aimé effectivement le compagnonnage de patients dits experts, partenaires ou autres, qui peuvent permettre effectivement d'accompagner les personnes. Merci beaucoup, Gérard Raymond. Je dis simplement à ceux qui nous suivent en distanciel, j'ai bien noté, Alexandra, une question sur les réseaux sociaux. Je la poserai un petit peu plus tard, donc dans notre troisième partie. Docteur Siré et Joseph Gligorov, sur le point qui a été soulevé, parce qu'on est dans les pistes d'amélioration. Alors, on y va. Alors, les pistes d'amélioration, il y en a à faire et moi, je voudrais quand même souligner la difficulté qui est ressortie aussi dans ce rapport des personnes en situation de handicap. Quand on parle du temps médical, comment peut-on envisager de prendre en charge ces patients avec des spécificités alors que nous n'avons pas ce temps donné? Et donc ça, c'est vraiment un cri qui a été donné dans les commentaires. Pour les handicapés, c'est la galère. Je crois que ça résume tellement, tellement la situation du médecin au quotidien, mais aussi des patients, que je crois qu'il faut vraiment le souligner. Et donc, même si dans le rapport 61 des médecins estiment avoir fait des efforts pour aider à cet, accès, il y a quand même un ressenti et une réalité qu'il faut vraiment, vraiment améliorer et je tenais vraiment à le signaler.
Merci. Joseph Gligorov, dans les pistes d'amélioration qui ont été données par Gérard Raymond, il y a beaucoup de choses, mais il y a des choses à prendre là, rapidement, je pense. Encore une fois, j'ai peut-être une lecture biaisée de la loi, mais je pense qu'elle se situe encore une fois à deux niveaux. Il y a un niveau qui est la relation directe entre les soignants et les soignés, c'est une chose. Et puis, il y a le niveau de l'organisation du système de santé au niveau territorial, qu'on le veuille ou non, puisqu'on évoque un certain nombre de structures nationales et régionales. Et là aussi, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'éducation sanitaire est fondamentale. Il y a des compromis qu'on doit faire dans notre société qui est qu'on ne peut pas tout avoir partout. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas accès aux soins, mais on ne peut pas tout avoir à 5 minutes de chez soi. On ne peut pas imaginer avoir accès au meilleur centre de prise en charge de telle ou telle pathologie qui, par définition, est rare. Par contre, ce qui n'est pas concevable, c'est qu'on ne puisse pas y accéder à un moment donné. C'est deux choses qui sont différentes. Et l'éducation de la population bien importante, mais qui un jour pourrait être éventuellement touchée par tel type de maladie, est fondamentale car elle permet de comprendre et de rassurer sur le système de santé qu'on bâtit ensemble. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'y est pas arrivé encore. On n'y est malheureusement pas arrivé. Il y a un certain nombre d'actions qui sont menées d'ailleurs beaucoup par des associations lorsqu'elles sont elles-mêmes engagées sur des pathologies chroniques ou autres. Mais je pense que nous avons un vrai travail d'information à faire sur le plan sanitaire pour expliquer ce qu'est notre système de santé, qu'il y a des structures qui sont publiques, des structures qui sont privées, des structures qui peuvent permettre aux soins de premier niveau qui sont fondamentales, mais des structures aussi plus spécialisées. Et c'est comme ça. Et ça, c'est un partage d'informations et aussi un partage de décisions, tant sur le plan politique que sur le plan, j'allais dire, de l'organisation de la vie de tous les jours, au-delà même de la politique à mettre en place. Monsieur Evin, sur ce point, éventuellement, s'il vous plaît. Pour confirmer, mais je crois qu'effectivement, l'organisation, ce que dit le professeur Gligorov est absolument déterminant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin, mais aussi d'avoir une organisation de notre système qui permet effectivement cette organisation complémentaire, cette fluidité dans la prise en charge, qui est en effet un des défis, hein, qui est l'organisation territoriale. Au-delà même de l'information du patient, c'est-à-dire qu'on a quand même besoin que les acteurs de santé eux-mêmes s'organisent. Alors ça pousse dans ce sens, les CPTS, l'organisation des groupements hospitaliers de territoire, l'articulation entre l'ambulatoire et l'hospitalier, etc. Mais puisqu'on est sur les conditions d'amélioration, les pistes d'amélioration, je voudrais quand même évoquer aussi un sujet qui moi aussi me tient à cœur aujourd'hui et qui est d'ailleurs dans le prolongement et qui résulte d'ailleurs d'insatisfaction d'un dispositif de la loi du 4 mars, c'est notamment la question du traitement des différends entre les patients et les professionnels, puisque effectivement, dans la loi du 4 mars, sur le dernier titre, le titre 4, sur la procédure d'indemnisation, nous avions mis en place effectivement un volet conciliation avec les CCI, qui avait effectivement, je l'ai évoqué dans mon propos introductif, j'y reviens rapidement, qui avait effectivement la mission de pouvoir apprécier le niveau de préjudice, mais d'autre part la possibilité de mettre en place une conciliation. Il faut constater que la démarche de conciliation ne fonctionne pas pour différentes raisons. Or, la relation médecin-patient est une relation particulière. Il y a une démarche de confiance qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de relations entre quelqu'un qui rend un service à un autre dans un cadre, je dirais, entre guillemets, commercial. Et justement, on ne peut pas comparer les démarches parce qu'il y a une relation particulière de confiance qui s'établit entre le médecin et le patient. Or, quand cette relation de confiance est rompue pour des raisons diverses, et on est effectivement dans des situations d'une telle fragilité qu'il peut y avoir une incompréhension, il peut y avoir un incident, nous n'avons pas de procédure à l'intérieur du système, et on en parlait encore avec Gérard Raymond tout à l'heure, le fonctionnement de la médiation à l'intérieur des établissements de santé, par exemple, n'est pas du tout satisfaisant aujourd'hui. Je crois qu'il est venu le temps d'introduire de vrais mécanismes de médiation entre les professionnels et les patients pour que le dialogue qui peut avoir été à un moment suspendu ou rompu même par cette absence de confiance puisse se retrouver, qu'on puisse effectivement, entre le patient et le professionnel, retrouver cette confiance. C'est donc la nécessité de mettre en place réellement une médiation à l'intérieur du système de santé qui respecte un certain nombre de principes d'indépendance, de neutralité du médiateur et qui puisse permettre de renouer ce dialogue. Je crois que c'est une perspective qui va dans le prolongement de la loi du 4 mars et qui d'ailleurs prend appui sur l'insatisfaction de dispositifs dans la loi du 4 mars qui n'ont pas donné ce qu'on avait espéré. Et je crois que vous travaillez notamment sur cette Tout à fait. question-là en ce moment. Madame, vous souhaitiez prendre la parole. Donc, pareil que pour les autres, vous vous présentez, s'il vous voulez. Oui, bonjour, Emmanuel Durand, je suis praticien hospitalier au CHU de Reims, en anesthésie-réanimation.
Je me posais une question, sur un paradoxe qui va être soulevé parce que je vous entends parler de réorganisation du système de santé, de temps médical et la loi Kouchner, permet, le choix de son praticien, le libre choix de son praticien par, le patient. Il s'avère qu'aujourd'hui, en termes de réorganisation, on met en place un système avancé d'infirmières, en pratique avancée qui revendique le, libre choix de son praticien par le patient en pensant que, le patient peut choisir l'infirmière ou le médecin selon son choix. Comment on va pouvoir, hein, c'est une revendication, comment on va pouvoir, articuler, le colloque singulier et le degré d'information du patient si ce choix est entériné dans la loi? Merci pour votre question. Claude Héban. Le libre choix, il ne résulte pas de la loi du 4 mars 2002, mais d'une loi de 1971, hein, qui est d'ailleurs plutôt introduite dans le Code de la sécurité sociale, puisque c'est le libre choix, y compris la liberté de prescription et d'autres principes qui sont effectivement affirmés. Donc c'est un principe assez ancien quand même, hein, principe assez ancien et qui reste effectivement un principe auquel d'ailleurs l'ensemble des professionnels sont attachés, avec naturellement la contrainte du fait que la spécialisation conduit en effet de plus en plus, en effet, y compris la question de l'organisation du système, parce que parfois il n'y a pas le choix, parce que tel ou tel spécialiste, on ne trouve pas nécessairement facilement. Donc il y a le principe, hein, qui est réel, qui est fondé, mais il y a aussi la réalité de l'organisation du système et il faut effectivement pouvoir concilier les deux réalités. Gérard Oui, Raymond. on ne choisit pas l'hôpital, hein, on prend le service que l'on nous donne. Donc là, on parle effectivement du choix dans le libéral, premier recours, ou dans le libéral. Je donnais tout à l'heure la notion d'équipe. Je pense qu'effectivement, demain, quand on aura plutôt une équipe de soins, eh bien, peut-être que le patient, le citoyen, choisira son équipe de soins. Voilà. Et donc peut-être que cette notion-là d'individualiser le professionnel de santé, son infirmier ou infirmière, son pharmacien, son kiné, aura peut-être demain, il faut qu'on y travaille tous ensemble, bien entendu, encore une fois, hein, avec et pas pour, vous avez compris. Et peut-être que demain, lorsque nous aurons autour de nous, avec nous, une offre de soins qui sera satisfaisante, qui nous conviendra, c'est plutôt le choix d'une équipe que nous prendrons plutôt que d'un professionnel de santé parmi tant d'autres. C'est un débat qu'il nous faut avoir, qu'il nous faut mener dans ce cadre, cette transformation de l'organisation de soins reposant sur les attentes et les besoins d'une population. Eh bien, nous pourrons peut-être la faire évoluer aussi, cette notion-là, notamment dans le cadre de parcours, soit non programmé, c'est autre chose, mais dans le cadre de parcours de pathologie chronique, eh bien, le patient, notamment avec son espace santé, hein, il choisira ses professionnels de santé, son équipe, avec qui il pourra dialoguer en permanence et communiquer ses données de santé. C'est la On voit question bien de la la confiance. transformation. Ouais. On voit bien la transformation. C'est la question de la confiance aussi, j'imagine, C'est pour la les, question, pour les ben là, patients. la question majeure, elle est là. Ouais. C'est comment on gagne la confiance entre une équipe de soignants et un patient et un citoyen. Ça, d'ailleurs, de toute façon, tout ce que nous disons depuis tout à l'heure repose sur le mot de la confiance, bien entendu. Joseph Gigorov, vous vouliez prendre la parole. Oui, juste, il y a deux remarques. La première, c'est ce que vous évoquez sur le choix. Et il faut voir qu'il y a deux situations qui ne sont pas obligatoirement toujours faciles à mener de front. Un, c'est dans certaines situations l'accès aux innovations, car ça aussi, c'est un droit fondamental. Et l'accès aux innovations, il peut être sanctuarisé par rapport à certaines pathologies, par rapport à certains services, par rapport à certaines structures. Donc tout le monde n'a pas accès aux innovations, non pas parce que les autres ne sont pas capables de les déployer, mais parce que ça nécessite des systèmes d'organisation qui font que, et le choix de l'interlocuteur pour la prise en charge de la pathologie. Là où l'articulation n'est pas encore parfaite, à mon sens, c'est qu'on peut très bien avoir un avis pour un accès à une innovation qui va ensuite se décliner sur le plan territorial dans un deuxième temps.
Ça nécessite des maillages et des structurations d'organisation qui ne sont pas si simples, pour de multiples raisons, qu'elles soient légales, structurelles, organisationnelles, de compétences, de ce que l'on veut. Et ça, encore une fois, hein, ce que je suis en train de dire, c'est que la volonté de le faire, c'est une chose, la capacité de le faire et de le mettre en œuvre, c'est parfois plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer sur le papier. Et donc, c'est pas que je ne fais pas de reproche pour faire un reproche, mais je pense que c'est pas si simple. Et donc, il faut parfois aussi faire le choix entre je veux avoir accès à cette innovation, quitte à ce que ce ne soit pas l'équipe que j'aurais choisie pour telle ou telle raison, ou au contraire, j'abandonne l'accès à une innovation particulière parce que ce qui compte le plus pour moi, c'est d'être auprès d'eux. Et la prise de cette décision est fondamentale, et c'est là où le médecin ou le soignant qui va discuter avec le patient a un rôle fondamental, c'est d'expliquer l'enjeu de cette innovation par rapport à un soin standardisé. Est-ce que c'est véritablement quelque chose qui va changer le parcours de soins et améliorer la prise en charge ou pas? La deuxième remarque, c'est sur les IPA. Pour être responsable de la formation des IPA sur Sorbonne, euh, il y a des enjeux qui dépassent le véritable enjeu des IPA. Jusqu'à cette année où on a ouvert la possibilité de formation des IPA sur la filière des urgences, les IPA les infirmières de pratique avancée, avaient pour objectif de prendre en charge des pathologies chroniques qui étaient stabilisées. Et donc, le choix ne se porte pas sur je préfère voir l'IPA ou je préfère voir mon médecin. C'est le médecin qui propose la capacité d'être pris en charge de façon différente, peut-être avec plus de temps, auprès d'un patient en disant je peux continuer à vous suivre, mais peut-être que vous avez tout intérêt à être suivi par une infirmière ou un infirmier de pratique avancée, car il y a un certain nombre de points que je n'ai pas le temps d'aborder en consultation et que peut-être elle ou lui vous permettra d'échanger. Après, les revendications, qu'elles soient au niveau de tels professionnels de santé, d'ailleurs que ce soit médecin, infirmière ou autre, je pense que c'est un autre domaine, il ne faut pas qu'on les mélange. Mais le cadre, à mon sens, d'aujourd'hui d'infirmière, il ne faut pas oublier que le terme le plus important, c'est pratique. Et le deuxième, donc c'est pas de la recherche ou quoi que ce soit, c'est de la pratique. Et le deuxième point, pathologie chronique stabilisée. Il est hors de question aujourd'hui d'exposer ces professionnels de santé, parce que c'est ça le risque, c'est de les exposer à une prise en charge pour lesquelles ils n'auront pas la formation nécessaire. Et là, on va se retrouver avec pire que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire des soucis qui vont entraîner des conséquences graves sur la prise en charge des patients. Merci, j'espère que vous avez eu votre réponse. Madame, vous souhaitiez prendre la parole? D'accord, je me permets juste, parce qu'en distanciel aussi, on nous attend. Je vois qu'Alain Rochon, si vous voulez bien prendre la parole, vous avez envoyé un petit message, mais c'est bien aussi de pouvoir vous exprimer à l'oral. Vous avez juste à ouvrir votre micro et à vous exprimer, on vous entend. Oui, merci. Oula. Alors, éteignez votre micro une petite seconde. Voilà, et on va recommencer. Allez-y. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous avez un retour son quelque part, éventuellement? Écoutez, non, a priori. Alors, je vais me permettre de faire, en attendant qu'on ait rétabli sa liaison, je vais me permettre de faire l'interprète. Vous avez dit que c'est un dialogue, pour reparler évidemment de la relation entre le médecin et le patient. C'est un dialogue d'où la responsabilité au niveau du comportement du patient, d'où l'importance également de l'éducation, ça on en a parlé tout à l'heure. De la loi Kouchner, c'est aussi l'interdiction des représentants des usagers. Quel est le sentiment l'introduction, merci, des représentants des usagers, le sentiment des praticiens sur ce volet, donc ça on pose une question. Et 3, l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Je crois que Mme Siret tout à l'heure l'a un petit peu dit, et notamment sur l'accès physique des locaux, les équipements et les restes à charge. Est-ce que quelqu'un veut reprendre la parole un petit peu sur ce que Alain Rochaud essayait de nous dire tout à l'heure, mais dont le son a été un petit peu difficile? Ou est-ce qu'on a... Oui, Monsieur Gligorov? Juste très rapidement, le deuxième point qui a été évoqué, c'est-à-dire l'introduction des représentants des usagers, c'est fondamental. C'est des alliés. C'est-à-dire que quand on est face à un système de santé, là encore une fois, hein, je travaille dans un système public, les prises de décision sont parfois prises sur des décisions budgétaires. Et encore une fois, je ne jette pas la pierre à nos directions, elles ont un budget qui est contraint. Mais à partir du moment où il y a une pression qui émane et des soignants et des soignés,
Ben, la prise de décision peut parfois basculer pour l'intérêt d'un investissement sur tel ou tel point. Et je pense que c'est fondamental parce que là, du coup, les usagers ont véritablement une parole qu'ils portent et qui a plus de poids que celle des soignants dans un établissement public. Donc ça peut parfois être excessivement utile pour des prises de décision en ce qui concerne des investissements, des rénovations ou autre chose. Et c'est très, très important. Madame, vous vouliez prendre la parole tout à l'heure. Merci de vous Oui, présenter. merci Anne-Marie Trarieux. Donc, je m'occupe de la section éthique et déontologie que je préside. Donc, je vais effectivement avoir un biais, hein, là aussi, dans cette prise de parole. Aujourd'hui, on est face à des défis, hein, ça a été souligné, c'est difficile au niveau du terrain, c'est difficile pour celui qui a recours aux soins. Nous avons dans cette situation-là des médecins qui nous ont dit nos obligations déontologiques, on n'est pas en mesure, on se voit en difficulté sur ce plan-là pour respecter ces obligations. Alors, je reviens sur nos obligations déontologiques. Claude Évin disait tout à l'heure, la loi, finalement, elle est un peu en miroir, hein, de ce code de déontologie dont nous nous occupons. Et effectivement, tout cela, c'est bien inscrit dans notre code de déontologie. Donc, c'est vrai que nous parlons de la loi. Elle a été décortiquée, elle a été mise en œuvre. On voit qu'elle n'a pas encore tout à fait sa pleine effectivité. Et je dois dire que médecin coordonnateur d'un pôle des usagers dans mon hôpital local, j'ai essayé d'œuvrer, mais on voit que tout est toujours à faire, hein. Mais sur le fond, quand on parle d'information du patient qui se soigne sans savoir ce qu'il a, en psychiatrie, on a eu à donner, à informer sur le diagnostic. Ça a été compliqué il y a 10-12 ans. Vous avez présenté une schizophrénie, le psychiatre, on était en difficulté. Mais qui se soigne sans savoir, voilà, qui accepte de se soigner sans avoir les éléments du traitement qu'on lui propose. Mais renversons les choses, prenons-les simplement. Voilà, effectivement, quand moi je faisais un courrier, je remettais le courrier ouvert. Mais effectivement, cet effort-là, voilà, il faut s'approprier cette dimension. Elle est inscrite dans notre code de déontologie parce que nous parlons de droit, nous parlons de dignité, nous parlons de confiance. La base de ce colloque singulier, eh bien, ça doit s'inscrire dans notre réalité, nos exercices. Et finalement, quand on en parle sur un plan théorique, on développe des choses plus ou moins complexes, mais quand on est face à son patient, voilà, je termine sur cette question, je vous remercie. Je vous en prie. C'était un témoignage important. Merci beaucoup. Ah bah c'est gentil, merci. Je n'avais pas vu. Madame, je vous en prie. Moi, je vais être très prosaïque. On parle du colloque médecin-patient. S'il y avait un peu plus de médecins, il y aurait peut-être plus de temps aussi pour le colloque. Ça me paraît un petit peu logique. Bon, d'autre part, bon, dans les universités, on pourrait peut-être faire un petit peu comme outre-Atlantique, des jeux de rôle, un petit peu pour savoir parler aux patients, comment l'aborder dans des situations conflictuelles. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Hein. Donc là, on ne le fait pas assez dans nos universités. Donc, bon, on ne sait pas, on est complètement démunis face à ce genre de choses. Voilà, merci. Merci pour votre témoignage. Lucas Reynaud, vous vouliez prendre la parole sur ce point. En 6e année, on a ce qu'on appelle CSCT, je ne sais plus l'acronyme exact, mais en gros, c'est une évaluation relationnelle. Moi, dans la fac où j'étais, c'était Lyon Sud, aux HCL. C'était une semaine justement de mise en relation pratique dans un atelier où on jouait le rôle à la fois du médecin puis du patient sur diverses situations très problématiques, hein, annonce de mauvaises nouvelles à une personne à 20 ans, la mort, etc. Et on était filmés et on débattait après. Donc c'est intéressant, mais c'est nouveau, hein. Enfin, moi, j'étais la 2e année. Oui, Donc ça dure une semaine. c'est pas Après, partout. Et c'est pas partout. Hein. ouais, probablement. Donc c'est peut-être quelque chose sur lesquels des pistes d'amélioration, peut-être à revoir, en tout cas pour. C'est de plus en plus. Hein, et c'est de plus en plus. La vous dites, plupart monsieur des Gligorov. facultés l'ont totalement intégré aujourd'hui, sauf qu'il y a un temps de déploiement. Et là aussi, pour accompagner, il faut des enseignants. Il faut que les enseignants puissent avoir le temps d'accompagner, de débriefer, etc. Et puis, il faut des patients volontaires. C'est pas juste, on se met pas entre nous et on se met autour de la table et on joue un jeu de rôle. Il faut aussi des patients volontaires qui acceptent, donc voilà, c'est pour ça qu'encore une fois, l'accompagnement des patients dans cette démarche qui est: «Vous avez une maladie, mais elle peut aussi nous servir à nous pour nous améliorer, est-ce que vous êtes d'accord?» Elle est fondamentale, il me semble.
Mais j'ai deux, trois points. Oui, allez-y, Juste monsieur. pour ajouter ça, parce que je trouve que c'est extrêmement important dans le cadre de l'avenir des associations de patients. Il y a un rôle là majeur, une raison d'être majeure. Ce n'est pas simplement de faire du plaidoyer ou dénoncer ce qui ne va pas bien, mais c'est aussi être aussi des accompagnants de la communauté auprès des professionnels de santé. On a des patients experts, des patients enseignants, des patients partenaires, et je pense que ça aussi, ça rentre évidemment dans la démocratie en santé, ça rentre dans la participation citoyenne à l'élaboration et à l'amélioration de notre système de santé. Ça crée aussi du dialogue, ça crée aussi des échanges, ça pointe aussi. Donc je trouve que effectivement, le rôle aussi du milieu associatif, quel qu'il soit, hein, qu'il soit handicap, je salue le Jean Rochon, c'est effectivement d'être aussi des participants à l'élaboration de cet accompagnement-là dans les formations initiales des professionnels de santé. Je me dire une semaine sur 8 ans d'études, que quand même on pourrait essayer de faire un peu mieux, mais voilà. Oui, Donc c'est déjà pas mal. c'est sûr. Mais, et la participation donc, de patients enseignants pour prendre contact. Vous avez dit, c'est pas une science, c'est les relations humaines. Comment pendant 8 ou 10 ans, on se forme à la relation humaine, c'est important. Il y a deux, trois points, quand on a préparé ce débat avec le docteur Sirez, il y a deux, trois points qui étaient aussi très importants à vos yeux. Et après, on ouvrira ce débat autour de la e-santé et du numérique. Et là, évidemment, maître, on aura besoin de votre éclairage. Docteur Sirez, vous vouliez parler, des personnes de confiance. Et l'autre point, c'est la possibilité de refuser les soins. C'est deux thèmes très importants. Donc, je vous laisse peut-être prendre la parole sur ces thèmes. Oui, je voulais quand même un petit peu rebondir juste sur la Bien sûr. question précédente. Effectivement, dans les commentaires, encore une fois, hein, la nécessité de formation à l'empathie, à la compassion, à toute la prise en charge humaine du patient a été redemandée par les patients en majorité, hein. Ils estiment qu'ils sont mal formés. Moi, j'ai tendance à dire que le médecin n'a plus le temps de le donner et que c'est peut-être là où on retourne encore en boucle sur le temps médical qui nous manque. Parce que je pense fondamentalement que les médecins ont une vocation quand même à vouloir aider, soutenir et puis apporter du soin à leurs patients. La deuxième chose, je vais quand même rebondir aussi sur la notion de tiers aidant. Dans les personnes en situation de handicap, on s'est posé la question parce qu'il nous semblait que parfois ça pouvait être aussi un obstacle, cette présence du tiers aidant, notamment en matière de secret médical. Et puis le questionnaire nous a agréablement surpris. Non, c'est un problème pour personne, la présence du tiers aidant. Et même vis-à-vis du secret médical, il semble que ce ne soit pas un sujet. Donc, ça a été un petit peu la question intéressante de ce rapport. Alors après, oui, les médecins connaissent bien la personne de confiance. Les patients savent qu'ils peuvent en nommer une. Et puis finalement, il y a un dialogue de sourds. Les uns ne demandent pas qui est la personne de confiance et les autres n'osent pas en parler. Donc effectivement, il y a encore quelque chose à faire au niveau de la formation. Et je pense que même dans les logiciels médicaux, on devrait avoir une obligation de remplir la personne de confiance. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. La troisième chose dont vous m'avez parlé, c'était effectivement, on connaît mal les mesures de tutelle, hein, Oui. les mesures de prise en charge des personnes en difficulté cognitive, par exemple. Ce n'est pas très bien connu, ni des patients, ni des médecins. Donc effectivement, ça aussi, il faut le remettre au cœur de la formation. Et puis, il y a un point maintenant, parce que vous l'avez ouvert un petit peu aussi quand même, c'est cette question du DMP, du dossier médical partagé. Peut-être qu'on peut ouvrir un petit peu ce débat-là aussi, parce qu'il est sur la table maintenant, et peut-être que, est-ce que la loi Kouchner va avoir une influence sur tout ça? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Monsieur Raymond? Oui, ce sujet m'intéresse, vous le savez tous passionnément. Je m'en voudrais doutais, juste. mais je voulais essayer de faire Non, un non, peu la d'abord, ce n'est parole. pas le dossier médical partagé, c'est mon espace santé. Ah, Le dossier c'est médical deux choses. partagé étant introduit dans mon espace santé. C'est mon espace santé. C'est à moi. C'est très intéressant de regarder et l'occasion nous est donnée. C'est qu'un des débats, et Claude ne me démentira pas, un des débats préliminaires, mais aussi dans le cadre de le vote de cette loi-là, c'était l'information que devait donner le médecin au patient. Il devait donner une information, toute l'information, etc., etc. C'était donc cette obligation d'information auprès du patient qui avait fait débat, même en amont. D'une façon totalement indolore, nous venons de transformer totalement cette vue-là. C'est-à-dire que mon espace santé m'appartient, je mets mes données dedans et je demande au médecin d'introduire les données de santé. Et je donne au médecin les données de santé que je voudrais lui donner.
Donc, en 20 ans, nous sommes passés du droit du médecin à donner des informations au droit du patient à donner des informations au médecin. C'est la Voilà, révolution. c'est la révolution. Et donc, je trouve que c'est très intéressant. Alors maintenant, effectivement, il va encore acculturer l'ensemble de la population, y compris les médecins, y compris les patients, à cette révolution-là. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir ce changement de posture qui nécessairement doit créer une notion de confiance entre effectivement le patient qui détiendra des données et qui donnera l'autorisation aux professionnels de santé, à son équipe soignante d'aller vérifier ou apporter ces données-là. Donc on voit bien qu'on a une... Pour conclure, l'outil numérique ne sera pas l'alpha et l'oméga, mais doit nous servir de créer du lien dans le dialogue entre les soignants et les soignants. Et il nous faut travailler effectivement à cela, que les logiciels métiers permettent effectivement du temps médical, que l'assurance maladie et les autres assureurs aussi mettent des logiciels métiers qui facilitent le temps médical. Je pense que tout cela est en devenir, et parce que là aussi, encore une fois, c'est en le faisant ensemble que nous arriverons véritablement à trouver des outils qui permettront de réaliser nos ambitions. Claude Herbin voulait réagir. Simplement, peut-être pour rappeler, ce que je vais dire va peut-être apparaître assez banal, mais je crois que c'est quand même l'élément fondamental auquel il faut en permanence se référer, y compris quand on aborde la question du secret médical, la question de la place de la personne de confiance, etc. C'est-à-dire que l'information sur l'état de santé, c'est une information qui concerne ma propre intimité à moi comme patient. C'est-à-dire que c'est ce que je suis moi qui m'est en partie révélé par le professionnel de santé, mais l'information, elle me concerne moi, elle ne concerne pas le professionnel de santé. Le professionnel de santé, il est là pour révéler ce qui est ma propre intimité. Je crois qu'il faut effectivement avoir ça en tête. Donc, je suis maître de l'information qui me concerne moi profondément. Et je peux accepter, moi, de la partager avec une personne de confiance, mais c'est de ma responsabilité à moi comme patient, et ce n'est pas la question du professionnel. C'est moi qui dis si la personne qui m'accompagne, elle peut rester lors de l'entretien. Si je l'ai sollicité, c'est que j'ai confiance d'ailleurs en elle. Et voilà, je veux dire que c'est effectivement des éléments fondamentaux et qui renvoient notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure, à la notion d'autonomie de la personne, qui est un des principes fondamentaux des droits de la personne humaine. Et là, je renvoie à 1789, etc. Enfin, je veux dire que je ne dis pas ça de manière absolument théorique. Je veux dire qu'il y a des fondements derrière tout ça. Et c'est en effet la perception de ces fondements qu'il faut effectivement avoir pour pouvoir trouver des solutions adaptées à des problématiques concrètes, quotidiennes auxquelles on est confronté. Oui, alors, il y avait la question de mon espace santé, du dossier médical partagé. Tout ça nous amène aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, à des questions plus ouvertes, notamment sur l'espace et le numérique. Alors là, maître, je sais que là, vous travaillez évidemment sur toutes ces questions. Ça va être quand même... Il y a des vraies questions. Il y a des facilités, il y a des devoirs pour les médecins comme pour les patients. Alors là, il faut que vous nous aidiez à y voir plus clair. Oui, en effet. Alors, la question du numérique, là, on est déjà à un niveau supérieur parce que là, on se rend compte déjà que la loi du 4 mars 2002, qui a maintenant 20 ans, tout le monde n'a pas la même connaissance. Et là, on rajoute cette loi, effectivement, tout l'aspect numérique avec tout un cadre réglementaire nouveau qui met effectivement en vulnérabilité vos obligations déontologiques, il faut le dire. À la base, alors, tout à l'heure, M. Raymond parlait très justement de la notion d'équipe de soins, de parcours de soins. Un des moyens pour créer de la confiance aussi au sein de cette équipe de soins qui, d'un point de vue personne, ne se connaissent pas. L'IPA ne connaît pas le médecin, etc. C'est effectivement une plateforme numérique qui permet d'échanger de manière, de manière confidentielle et en toute sécurité ces données qui appartiennent effectivement à la personne. Alors, parler du numérique dans la pratique médicale aujourd'hui, c'est effectivement parler du numérique en santé, c'est parler de la télésanté, c'est parler de la télémédecine, du télésoin, car vous savez effectivement que les textes sont assez récents. Ces textes, en fait, peut-être pour vous rassurer, ne changent rien à vos obligations en tant que professionnel de santé. On est toujours dans l'application de la loi du 4 mars 2002. Pareil, d'un point de vue responsabilité, on est toujours dans le droit commun de la responsabilité médicale. Néanmoins, dans la mesure où on va faire intervenir un média entre vous et le patient, il va y avoir un certain nombre d'obligations qui vont effectivement s'ajouter. Et ces obligations, c'est par exemple le fait d'utiliser des plateformes qui sont certes donc dématérialisées, mais qui garantissent la sécurité des échanges, qui garantissent effectivement la confidentialité également de ces derniers. Et donc précisément, il faut utiliser des messageries sécurisées. Alors, c'est assez étonnant parce que là, pour le coup, c'est un constat que je fais quand j'accompagne ces professionnels de santé. Ils se disent: ah bon, bah,
j'ai pas le droit d'utiliser le mail. J'ai pas le droit d'utiliser le mail. Bah, non, en fait, je te rappelle que par la base, tu es tenu au secret médical et donc utiliser une messagerie qui n'est pas sécurisée, c'est-à-dire une messagerie avec un outil grand public. Claude le montre effectivement. Le téléphone. Exemple, Gmail, certes, c'est plus facile d'utilisation, mais ça met voilà. Et là, le médecin me dit, mais c'est le patient qui me demande. C'est le patient qui me demande de communiquer avec moi par mail parce que c'est plus facilitant et c'est vrai, c'est juste. C'est parfois des demandes qui sont bien réelles. Néanmoins, je rappelle aux professionnels de santé que c'est eux qui sont tenus par la loi et par leur statut et par le code de déontologie du secret professionnel et pas le patient. Et donc, même le patient, en principe, n'est pas autorisé à faire lever le secret par le médecin. Il n'y a que le juge qui peut le faire. Donc, effectivement, il faut de ce fait se dire que le numérique apporte donc, dans la relation aux soins. Même d'abord, certains médecins me disent, mais c'est très bien parce que j'ai une relation finalement quasiment au quotidien avec mon patient qui est malade chronique. Je le suis. Alors, je ne vous parle même pas de la télésurveillance où ça permet même aux médecins de récupérer des données beaucoup plus. La télésurveillance, donc c'est un patient qui va être à domicile, qui va être connecté à un dispositif médical qui va envoyer ces données de surveillance qui sont qui sont relevées et transférées de manière asynchrone à l'équipe hospitalière, qui va permettre effectivement de suivre le patient à distance. Alors, ce n'est pas un service d'urgence. Hein. L'idée, c'est que l'équipe hospitalière va à un moment donné regarder les données et identifier s'il y a des seuils d'alerte grâce d'ailleurs à une intelligence artificielle. Donc, ça permet au patient d'être suivi à distance, de vivre une vie normale et au médecin de se rassurer de savoir que son patient va bien, là où il ne pouvait pas forcément le faire avant sans sans l'outil numérique. Donc, effectivement, ça crée une nouvelle relation avec ce média que sont les technologies de l'information et de la communication, mais ça ne change absolument rien les obligations du professionnel de santé qui demeurent toujours celles de la loi du 4 mars 2002, mais qui les met certainement plus en vulnérabilité. Merci. Je vais faire tourner la parole. Je vois juste simplement qu'il y a une demande de prise de parole en visio. Alors, je ne sais pas si M. Gérard Chabert est avec nous. Je vois qu'il a levé la main. S'il nous entend, s'il nous voit. Tout à fait. Voilà. Je vous écoute religieusement depuis le départ et je Merci. vous vois. Alors, n'hésitez pas. Chabert. On a ouvert le débat sur le numérique. Je ne sais pas si la question que vous vouliez poser Alors, était. elle précédait juste le débat sur le numérique. Elle se basait, mon intervention était basée sur la relation patient et médecin. Moi, c'était un petit peu, j'essayais de tirer une conclusion sur sur la notion de confiance entre soignant et soigné. Il y a donc le quotidien d'un patient. Je suis une personne en situation de handicap, représentant départemental APF France Handicap en Indre-et-Loire. Mon niveau de connaissance du milieu médical comme du fonctionnement des institutions, c'est qu'on fait un constat tous, hein, très basique, très simple. Le médecin, pour beaucoup, en particulier pour les personnes en situation de handicap, c'est le sachant, c'est la personne qui a le savoir, c'est la personne qui connaît, c'est la personne en qui on a confiance, c'est l'autorité. Et puis de l'autre côté, vous avez le patient, celui qui a besoin du médecin, c'est donc la personne qui est obligatoirement en situation, je dirais, d'infériorité. Pour moi, souvent, il est infantilisé dans la démarche. Si vous n'avez pas à côté de lui une personne de confiance, une tutelle, et si vous n'avez pas, alors, du côté soignant, de l'empathie, vous ne pouvez pas avoir une qualité de relation et une véritable confiance. Moi, depuis ce matin, j'entends des personnes qui sont de très grande qualité, qui ont une ouverture d'esprit énorme, qui semblent généreux. Mais je rappelle que le quotidien d'un patient, c'est pas toujours aussi joli qu'on peut le dire et le vouloir. Donc, je rappelle que pour moi, la pratique de la médecine, avec ce que ça comporte comme nécessité, c'est de bien remettre les choses à leur place. L'empathie, c'est quelque chose qui doit exister. La confiance, c'est quelque chose qui doit perdurer toujours. Si on n'a pas cette notion-là, on ne peut rien faire de bien, même quand on est médecin et voire chef de service ou directeur d'hôpital. Ces sujets-là, ces mots-clés-là, il faut les pratiquer tout le temps. Donc voilà, mon intervention, c'est simplement une forme de bilan, de photographie à l'instant T, le sentiment que j'ai, je dirais les grandes capacités, mais je dirais aussi redescendons un tout petit peu sur terre
le quotidien d'un patient, c'est pas aussi simple qu'on voudrait aussi simple qu'on voudrait le décrire. Il faut tenir compte des paramètres que je viens de citer. Je vous remercie. Merci, M. Chabert, pour votre témoignage qui était aussi évidemment à prendre en compte largement. Deux prises de parole dans la salle et je voudrais qu'on poursuive après sur cette question du numérique. Madame et monsieur, quelqu'un a levé la main, monsieur, trois prises de parole. Je vous en prie. Bonjour, docteur Isabelle Gauthier. Je suis très contente qu'on arrive au numérique parce qu'il me semble quand même que le numérique, ça favorise effectivement grandement la relation de soins, mais la relation soignant-soigné est au-delà de la relation de soins. Ça, c'est une première chose. Et je m'interroge sur, dans ce lien numérique qui est un pseudo-lien quand même, tout l'espace interstitiel de la consultation, on a parlé de temps médical, on n'a pas parlé de couverture médicale, on l'a un peu effleuré, mais le temps de consultation et l'espace interstitiel de la consultation qui est l'arrivée dans la salle d'attente où déjà on sait beaucoup de choses, la poignée de main qui est une poignée de main fluente ou solide, enfin beaucoup de choses comme ça qui se jouent vraiment avant même la consultation. Ça me paraît très important dans le cadre de la relation de confiance, ne serait-ce que cette poignée de main qui instaure quelque chose. Alors maintenant, c'est un geste un peu plus guerrier, n'est-ce pas? Mais bon. Allez, Maître Villiat qui voulait s'exprimer et après on va vraiment faire tourner la Vous parole, avez s'il vous plaît. parfaitement raison. La poignée de main reste une poignée de main. Le regard dans le regard reste toujours, c'est révélateur. Néanmoins, je voudrais juste qu'on se mette bien d'accord. Le numérique n'a pas vocation à remplacer la relation physique. Ça, c'est clair et net. Elle doit demeurer. La relation de soins est avant tout une relation de confiance physique. Néanmoins, et ça, on a mené quelques études au sein de la Société française santé digitale. Néanmoins, on s'est rendu compte que le numérique pouvait apporter quelque chose de plus. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vous-même fait l'expérience d'une téléconsultation, on n'a pas la même posture quand on fait une téléconsultation médicale et parfois on révèle plus. Moi, j'ai des psychiatres qui ont fait de la téléconsultation auprès de leurs patients qui étaient des Français expatriés et qui disaient: je n'ai jamais été autant fatiguée d'une consultation avec mes patients que via la téléconsultation psychiatrique. Et je disais: mais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je lâche le regard de mon patient, il le voit à la télé, là où il ne le voyait pas en consulte. Et donc, je suis beaucoup plus focus sur le regard et donc on apprend d'autres choses. Encore une fois, l'idée, c'est pas de supprimer, mais simplement de compléter et implémenter, simplement. Ça, c'est important. Monsieur. Micro et votre présentation. Merci beaucoup, docteur Boyer. Je suis conseiller national et président de la section santé publique ici. Merci, maître Villiat. Juste une question qui est la suivante. Vous avez bien dit que les obligations déontologiques, quel que soit l'univers dans lequel on se trouve, et notamment dans celui de la télésanté, demeurent. Et c'est évidemment juste. Ma question, c'est est-ce que vraiment il y a une telle difficulté à concevoir que c'est un problème d'outils? Parlons d'avant le numérique. On ne doit pas laisser traîner les dossiers de ses patients, les dossiers papier de ses patients sur des piles entassées sous l'escalier. On ne doit pas laisser l'ordonnance sans surveillance, si j'ose dire, sur le radiateur du couloir. Alors certes, ce n'est pas le numérique, certes, ce n'est pas des accès multiples, certes, ce n'est pas mis en ligne sur la toile, mais les obligations sont les mêmes. Et en termes d'outils, est-ce que finalement la question n'est pas la même pour le numérique? Est-ce qu'on doit être doté d'une messagerie sécurisée? On doit utiliser les flux sécurisés de mon espace santé pour communiquer avec ses patients, ou une MSS ou équivalent pour discuter, pour échanger avec d'autres professionnels? Est-ce que finalement la vraie question, elle n'est pas ailleurs que dans nos obligations qui demeurent, mais bien dans les outils qu'on peut et qu'on doit mettre en œuvre? Alors, maître Villiat, Claude Evin, maître également. Alors, vous avez raison. Et d'ailleurs, les obligations sont bien dans ces outils, si j'ose dire. Après, c'est le choix que fait le professionnel de l'outil. Claude, très justement, montrait son téléphone quand je parlais de messagerie sécurisée. Le médecin donc, qui utilise sa boîte Gmail pour communiquer avec son patient, il fait le mauvais choix. Il fait un mauvais choix de titre d'un point de vue déontologique, parce que le code de déontologie, donc code de la santé publique, lui rappelle qu'il est tenu
au secret professionnel, donc il doit utiliser les moyens qui garantissent ce secret et il est aussi donc il méconnaît du coup les lois sur la protection de la donnée, puisque je vous rappelle que comme la donnée de santé est une donnée sensible, protégée en tant que telle, pour la faire circuler, il faut prendre des systèmes qui garantissent la sécurité de sa circulation. Et puis de manière générale, protection donc du code pénal, secret professionnel. Donc quand vous êtes tenu d'une obligation au secret, vous devez faire en sorte que l'information protégée par le secret circule de la manière la plus sécuritaire possible, si j'ose dire. Donc, il y a 3 strates ici de cadre légal et réglementaire qui s'appliquent aux médecins. Donc, c'est quand le médecin fait le choix d'utiliser la boîte Gmail alors qu'il y a une messagerie sécurisée que là, sa responsabilité est en jeu. Vous voyez? C'est effectivement dans l'outil. Ouais. Claude-Aimant, vous vouliez rajouter quelque chose? J'avais la même préoccupation. Vous avez raison, c'est-à-dire qu'effectivement, la protection des données relatives aux patients, quand il n'y avait pas l'informatique, moi je me souviens, j'ai été membre de conseil d'administration d'établissements de santé depuis très longtemps. Je me souviens combien dans les établissements de santé, les dossiers dans les couloirs sans aucune protection, c'était malheureusement du droit commun. C'est pas pour autant que c'était fondé. Ah, il n'y avait pas la loi Kouchner à ce moment-là, si vous voulez, mais on était effectivement face à des situations qui étaient inacceptables. Alors, bon, il n'y avait sans doute pas cette conscience, il n'y avait pas, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que on ne peut quand même que se féliciter d'avoir des dispositifs qui permettent de respecter un certain nombre de principes. Et en effet, les outils, c'est important. Alors, je ne veux pas revenir sur ce que Lina Wilat évoquait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique et de se pouvoir passer des messages sur eux-mêmes par son téléphone portable, c'est naturellement beaucoup plus pratique, sauf que c'est pas sécurisé et que, y compris, alors je pense que la loi pénale ne doit pas être là en toile de fond pour inquiéter les professionnels. C'est pas naturellement ça qui doit motiver leur préoccupation de respecter les principes fondamentaux des droits de la personne, mais y compris sur le plan pénal, si vous vous faites, si un patient découvre qu'il y a eu telle ou telle information qui a été diffusée parce que vous n'avez pas pris, un professionnel n'a pas pris de précaution, en effet, la responsabilité du professionnel sera en effet engagée. Alors, il y a de plus en plus quand même, on ne va pas rentrer trop dans les détails maintenant, mais il y a de plus en plus quand même aujourd'hui d'outils numériques qui permettent de garantir effectivement cette sécurité de la transmission d'informations pour le patient. Effectivement. Il y a des problématiques autour du secret médical également. On va vers des problématiques de ce côté-là? Ça dépend ce que vous entendez par le terme problématique. Je pense qu'il y a encore, enfin, il fait une Des petite risques, allusion. peut-être? Non, non, ce que je voulais exprimer plutôt, c'est que je pense qu'il y a parfois une méconnaissance quand même par les professionnels de ce qu'est réellement la mise en œuvre du respect du secret professionnel. Le respect du secret professionnel, il est là pour protéger le patient et non pas pour protéger le professionnel. Il faut le rappeler. C'est dans la droite ligne de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'information concernant ma santé comme patient, elle m'appartient à moi. Le professionnel, il est là pour me révéler ce qui est de ma propre intimité et le professionnel n'a pas à se protéger lui par rapport à l'information qui me concerne moi, il a à protéger lui l'information dont il est dépositaire qui me concerne pour ne pas la révéler à n'importe qui à l'extérieur. Alors, il y a eu des évolutions de ce point de vue, y compris législatives, dans la loi de 2019 avec le partage de l'information au sein de l'équipe de soins qui permet effectivement aux patients, sauf si le patient s'y oppose d'ailleurs, parce que je rappelle que la transmission de l'information au sein de l'équipe de soins, c'est quand même le patient qui en est là aussi le maître. C'est pas Gérard Raymond qui va vous dire l'inverse. Non, tout à fait, n'est-ce mais pas? je crois que ça renvoie d'ailleurs au fait que c'est une information qui concerne le patient. Il y a eu des évolutions quant à la possibilité, effectivement, si le patient ne s'y est pas opposé, de pouvoir partager, mais de pouvoir partager uniquement entre les professionnels qui sont appelés à intervenir auprès du patient. Hein, je renvoie à l'information parfois à l'intérieur de l'établissement de santé où effectivement le dossier est heureusement d'ailleurs accessible pour tout professionnel à l'intérieur d'un établissement, mais le professionnel n'a pas accédé à un dossier médical s'il n'intervient pas auprès d'un patient, même si c'est relativement facile sur un écran dans un hôpital. Dans le rapport, Madame Thiray, est-ce qu'il y a des éléments autour du numérique qui nous permettent aujourd'hui de faire ce constat, soit de risque ou de problématique, ou au contraire d'avancer et de proposition?
Alors en fait, ça n'a pas été trop le sujet du rapport. On s'est quand même juste interrogé sur la téléconsultation dans le cadre de la relation médecin-patient et quand même médecins comme patients ont estimé que ça altérait cette relation. On n'en a pas parlé, mais ça a commencé par l'écran d'ordinateur qui est arrivé dans la relation médecin-patient au tout début de l'informatisation. Et aujourd'hui, nous, médecins, on s'inquiète quand même un tout petit peu malgré tout de cette notion de secret médical. Comment va-t-il perdurer dans la mesure où on a quand même l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de secret médical que quand vous avez un dossier médical papier qui est enfermé dans une armoire dans votre cabinet et qu'aujourd'hui, il est mis sur le web avec tout ce qui se passe en termes de cyberattaque, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe, et pas seulement pour nous médecins par rapport à notre protection, mais c'est surtout par rapport au patient qui va avoir la responsabilité de son dossier médical en disant oui, en disant non. Est-ce qu'il aura les moyens, les clés, les possibilités de dire non? Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et donc, pour finir, je dis que dans cette numérisation, il y a un vrai challenge à obtenir, qui est d'avoir donc la sécurisation, mais aussi l'harmonisation des moyens numériques et la simplification pour le professionnel de santé, pour que ce dossier médical partagé qui n'existe plus, aujourd'hui c'est mon espace médecin, mais nous sommes quand même dans la même configuration, puisse être un outil performant sur lequel médecins comme patients puissent s'appuyer pour que cette relation reste une relation de confiance et avec une adhésion aux soins qui puisse continuer à perdurer. Donc c'est tout l'enjeu maintenant du numérique et si j'ose dire des jeunes, Des jeunes, hein, c'est pour des ça. jeunes. Donc, peut-être Lucas Reynaud, Joseph Gligorov, monsieur, vous voulez poser une question, on va arriver dans quelques secondes, et puis on amorcera la conclusion. Et il y a une dame qui voulait aussi s'exprimer, je viendrai vers elle dans une seconde. Monsieur Gligorov. Non, juste une remarque. Encore une fois, je pense que les nouvelles technologies apportent un plus, mais il faut s'en méfier. J'ai beaucoup entendu le mot d'empathie, même si je préfère à titre personnel le mot de compassion à celui d'empathie. On peut en discuter, mais c'est pas l'objet ici. Le souci, c'est qu'il y a un troisième acteur dans la relation aujourd'hui en consultation, c'est l'écran d'ordinateur. Et je peux vous garantir que même si vous passez une demi-heure ou une heure en consultation et que vous passez 45 minutes devant un écran pour remplir des choses, ça, c'est pas du tout, et c'est pas de la téléconsultation, hein, dont je parle. C'est plus du tout la même relation. Donc, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a aussi des enjeux qui sont encore une fois organisationnels et économiques, et qu'aujourd'hui, les structures poussent à dire, bah, puisque vous pouvez être autonome en termes de prise de notes, d'informations rentrées dans les systèmes informatiques, il n'y a plus besoin d'assistante, il n'y a plus besoin de secrétariat, il n'y a plus besoin de tout ça. Je fais partie encore de ceux qui résistent et qui ont un dictaphone et qui préfèrent dicter le courrier devant le patient pour qu'il l'entende bien et qu'il reçoive la lettre, parce que je pense que c'est essentiel à un moment donné, à la fin de la consultation. C'est un geste très important, c'est vrai que c'est une vraie relation C'est de juste que confiance. c'est à la fin, c'est un résumé. Ouais. Et le fait de dicter devant quelqu'un, c'est pas tout à Absolument. fait la même chose, car la personne peut vous reprendre en disant j'avais pas compris, etc. Ou bref. Alors que taper pour taper, qu'on le veuille ou non, c'est pas la même relation. Bien sûr. Et je pense qu'il faut être excessivement vigilant à ça. Il y a deux côtés. Un qui est important, hein, qui est celui de la mise en commun d'un certain nombre d'informations qui vont faciliter le parcours de soins et qui vont permettre aux patients d'avoir accès à l'ensemble de ces documents. Mais il y a aussi des enjeux économiques, des enjeux organisationnels. Et il ne faut pas qu'ils prennent le dessus sur ces autres enjeux et qu'on dise, bah, finalement, comme tout peut se passer de façon simple, on va enlever un certain nombre de métiers qui viennent assister celui des soignants et qui peut, à mon sens, poser problème. Alors, d'une intervention, Lucas Reynaud, si vous le voulez bien, et après 2 questions et on amorcera les conclusions. Je vous en prie. Très court, c'est un témoignage. Moi, je travaille sur 3 établissements. Il y a du public, du privé. J'ai 3 logiciels différents pour mes consultations, que ce soit l'imagerie, la biologie ou taper mes mots. J'ai dans certains la dictée vocale qui m'aide énormément et dans d'autres Ouais. établissements, pas du tout. En fait, l'harmonisation, pour on gagner revient en à temps ça. médical, elle est nécessaire. Et juste pour rebondir sur la difficulté des urgences où moi je fais énormément de douleurs dentaires et d'ophtalmologie parce que dans certains territoires c'est compliqué. En fait, je pallie actuellement un système, c'est un autre débat, mais les urgences étaient en grève avant le Covid. On est revenu à la charge et là en fait le système va devenir de plus en plus compliqué, hein. Et quand on parle de consultation, de temps médical, les urgences, on est vraiment en première ligne et il n'y a plus de nuit calme, il n'y a plus de moments calmes dans une journée d'urgentiste. Et quand on est seul sur un établissement parfois, je peux vous dire que quand on sort de 24 heures de garde, on n'a qu'une envie, c'est de ne pas revenir, hein. Donc c'est très, très, très compliqué, hein. Effectivement, c'est un autre débat, mais c'est un débat plus qu'essentiel et merci pour votre témoignage et on vous soutient, bien évidemment. Monsieur, si vous voulez bien prendre la parole et on terminera après par une question en visio. Oui, bonjour à tous. Je vais me présenter, Georges-Alexandre Imbert, je suis président de l'association d'aide aux victimes des accidents de médicaments depuis 30 ans. Alors, je ne suis pas médecin, j'aurais pu le devenir, j'avais un père qui était professeur de stomatologie
Et puis, j'ai été élevé par un oncle qui était le médecin du gouvernement de la République française après la guerre. Voilà. Alors, bon, bah, c'est vrai qu'on m'a habitué à me laver les mains. Il ouvrait les portes avec du papier hygiénique et on ne me donnait pas. C'était beaucoup plus sérieux vis-à-vis des pandémies. Alors, la loi Kouchner, eh ben moi, j'ai participé à cette loi Kouchner, évidemment, puisque ça fait que 20 ans. Et j'avoue que dans le domaine des accidents des médicaments, elle est d'une totale inutilité. C'est extrêmement difficile de faire passer un dossier en CRCI, enfin on appelle ça CCI, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin bon. Donc aucun intérêt au niveau de cette loi. Et le seul... Bon, j'ai quand même réussi à faire modifier, en 2020, c'est moi qui ai fait modifier le RCP, c'est-à-dire que l'on a rajouté que les tranquillisants, les somnifères, pouvaient favoriser un passage à l'acte suicidaire. Ça ne figurait pas dans le Vidal, dans le RCP. Alors, le ministre m'a écrit, j'ai été informé, je ne sais pas si les médecins l'ont été, parce que moi, finalement... Est-ce que vous avez une question à Alors, ma poser question, qu'est-ce que vous voulez, quand on a des milliers de dossiers à défendre au niveau, par exemple, du médiateur, on s'aperçoit que c'est des affaires qui sont basées sur le code de la consommation et non pas de la santé publique. Actuellement, les avocats vont être réunis le 30 mars. Donc, je ne vois pas très bien comment la Cour d'appel pourrait gérer 7 à 8 000 dossiers. C'est absolument incroyable. Alors, ça met en cause uniquement le laboratoire, plus quelques médecins. Ben, ma question, c'est que la loi, c'est pas une question, c'est pour vous dire que la loi Kouchner, nous, au niveau des accidents des médicaments, on est obligé de mettre les médecins en cause, on est obligé à chaque fois d'engager des procédures qui n'en finissent pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les actions de groupe santé. Alors j'en ai une à Lille, comme nous avons une avocate de Lille qui est présente. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait 4 ans que ça bloque et le laboratoire refuse les expertises médicales. On est en cassation simplement pour des expertises médicales. Je vais arrêter là parce que on peut faire toute une réunion là-dessus. Et Madame Lambert nous attend en visio. Madame Lambert, si vous voulez bien vous présenter et puis poser votre question. Oui, bonjour, docteur Isabelle Lambert, présidente du Conseil régional de l'Ordre des médecins des Hauts-de-France. Alors, juste d'abord une petite remarque. Bien sûr, la loi Kouchner ne doit jamais opposer patients et médecins, mais renforcer cette relation médecin-malade pour garantir la qualité des soins. À l'heure où on a parfois le sentiment que l'on veut détricoter le métier de médecin et où la machine et l'intelligence artificielle, pour certains, pourraient remplacer le médecin. Alors, une question pour Madame Lina Williat, que je connais bien et que je remercie toujours de ses interventions très précises et pertinentes. Quelle est la responsabilité du constructeur de messagerie sécurisée lorsqu'il y a un piratage? Première question. Deuxième question, quelle est la responsabilité du constructeur de logiciels d'intelligence artificielle sur les erreurs diagnostiques? Vous savez que moi, je suis radiologue et on a beaucoup de logiciels qui se multiplient sans cesse pour aider au diagnostic. Et on sait bien qu'aujourd'hui, il n'y a aucune responsabilité de ces constructeurs de logiciels d'intelligence artificielle. Et donc, on paye cher des logiciels dont la performance est parfois délicate. Merci, Madame voilà. Lambert. Et donc, je voudrais conclure quand même aussi, avant que Madame Lina Williat réponde à mes questions. Je pense qu'il est fondamental dans l'évolution de notre système de soins que médecins et malades, nous soyons conscients qu'il faut garantir cette relation que nous avons dans le parcours de soins à toute fin. Sinon, certains nous remplaceront par des machines et ça serait, je pense, grave pour la qualité de la prise en charge de nos patients. Et ça serait dommage pour une radiologue. Merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage. J'en profite pour remercier tous ceux qui étaient en visio, parce qu'on va amorcer une forme de conclusion. Donc, il y a la réponse de Maître Williat, et puis on fera un petit tour de table rapide de conclusion. Je vous en prie. Alors, je tenais d'abord à remercier Madame la Présidente de cette question et de ce salut lillois.
Alors effectivement, 2 questions qui ont été posées. La responsabilité de l'éditeur qui propose donc une messagerie sécurisée et qui, viendrait effectivement être exposé à un piratage. Donc là, c'est la responsabilité classique de droit commun qui va s'appliquer. On viendra regarder si, ce piratage est consécutif à un défaut de sécurité qui relève une défaillance de l'éditeur et auquel cas il engagera sa responsabilité. Donc, sa responsabilité peut être engagée et concernant l'intelligence artificielle, hein, les logiciels qui proposent effectivement, des logiciels donc de mise d'intelligence artificielle pardon, qui aident à la prise de décision médicale. Là encore, ils engagent aussi leurs responsabilités. Néanmoins, pour réunir les 2 questions, je rappelle quand même que ce soit la messagerie ou que ce soit le logiciel donc qui est un dispositif médical, vous le savez, hein, quand on propose une IA dans la prise en charge du patient, c'est toujours le médecin qui répond en premier lieu de sa responsabilité à l'égard du patient. C'est-à-dire que si, du fait de l'utilisation de ce logiciel, il y aurait eu un défaut et que ça entraînait un dommage dans la prise en charge, c'est effectivement le médecin qui, dans un premier temps, répond de sa responsabilité. Ça n'empêche pas que dans un second temps, même de manière concomitante, le médecin engage la responsabilité effectivement de l'éditeur du logiciel en sa qualité de fournisseur ou de distributeur. Donc le système de responsabilité est effectivement toujours le même. Donc en l'occurrence, pour la responsabilité des produits défectueux, la loi de 96 qui prévoit effectivement une co-responsabilité. Mais d'un point de vue médical, c'est toujours le médecin qui répond de sa prise en charge. Merci. En tout cas, je pense que c'est une réponse pour Madame Lambert et j'espère qu'on pourrait évidemment la joindre si nécessaire pour plus d'explications. Je propose qu'on s'achemine donc vers notre fin de débat. Il nous reste quelques minutes. Peut-être, Monsieur Raymond, si vous aviez, on a entendu beaucoup de questions autour de l'harmonisation, de la confiance, à une petite minute de conclusion, si vous voulez bien. Non, je reprendrai 2 définitions. La première, celle de Didier Tabuteau, le 4 mars 2002. La démocratie sanitaire, une organisation de la société reconnaissant le droit et la capacité de chacun de connaître, décider et d'agir pour sa santé, on en a beaucoup parlé, et la protection de la santé publique, c'est effectivement aussi les droits collectifs. Et je voudrais que l'on aille plutôt vers cette nouvelle définition de la démocratie en santé, qui est une démarche associant l'ensemble des acteurs du système de santé dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de santé dans un esprit de dialogue et de concertation. Ce qui n'évite pas aussi la confrontation, bien entendu. Donc on voit bien qu'on est passé du 4 mars 2002 à des droits exigeant la connaissance à aujourd'hui une démocratie en santé étant plutôt dans une collaboration à l'élaboration des politiques de santé. Monsieur Evin, en quelques mots, est-ce que... Oui, quelques mots simplement pour s'inscrire dans la suite de ce que nous avons voulu faire dans la loi du 4 mars 2002, c'est-à-dire effectivement reconnaître les droits individuels et collectifs des personnes, en ayant bien tout à fait conscience que naturellement les relations entre les patients et les médecins ont évolué depuis 20 ans, et d'une part parce qu'il y a effectivement une montée des maladies chroniques qui modifie, y compris l'organisation du système et la relation avec les professionnels, y compris des nouvelles technologies qui modifient aussi cette relation, mais que les principes fondamentaux qui ont prévalu à cette loi du 4 mars 2002 doivent rester présents dans cette relation, même si en effet, il nécessite une interpellation permanente dans cette relation, aussi bien interpellation vis-à-vis du médecin que vis-à-vis du patient, parce que les modalités de mise en œuvre peuvent effectivement évoluer, être confrontées à des situations nouvelles, mais les principes fondamentaux doivent rester présents dans cette relation. On terminera également par Monsieur Moore, par Madame Siret. Je voudrais peut-être aller voir Lucas Reynaud, parce que c'était l'expérience du terrain et donc c'est l'avenir. Quel serait votre message? En quelques mots, la relation médecin-malade, elle est fondamentale. Elle commence par le non-verbal, on a un petit peu parlé, par le toucher. Tous les apports que le numérique va apporter ne vont pas remplacer cette relation qui est fondamentale, qui est la base de notre métier. Aujourd'hui, elle est mise à mal par un manque de moyens, une difficulté de terrain,
et on a tout à gagner en éduquant la population, en retrouvant du temps médical, et c'est pour moi ça les enjeux futurs. Maître Villette, vous voulez rajouter un Oui. mot, une phrase? Un mot. On a beaucoup parlé de la loi Kouchner et c'est vrai. On n'a pas évoqué un point qui me tient à cœur. C'est aussi le respect que l'on doit apporter aux professionnels de santé. Sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sent, et le Merci. numérique est un moyen, c'est le patient aussi parfois se déchaîne un peu sur le professionnel de santé qui se sent sous-protégé. Donc ça, c'est un point aussi sur lequel il serait intéressant de discuter au niveau du Conseil national. Merci. Prochain débat, évidemment. Monsieur Guigorov. Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'encore une fois, d'abord, merci pour votre invitation. La deuxième chose, c'est que dans le rapport, j'ai appris des choses intéressantes et cette enquête. La première chose que j'ai appris, c'est que je ne savais pas que la relation médecin-malade avait été considérée comme une relation appartenant au patrimoine mondial de l'humanité par un certain nombre d'associations ou de représentations nationales, et que le Conseil national de l'ordre s'est associé à cette démarche. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. L'étape d'après, peut-être que ça y est déjà et que je ne suis pas bien informé, c'est de considérer que notre système de santé fait partie de notre patrimoine et de notre richesse commune et qu'il faut l'inscrire. À partir du moment, et là je vais être provocant, tant qu'on continuera à dire que la santé a un coût plutôt qu'une richesse, on ne changera pas de matrice de réflexion. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Mais à partir du moment où vous avez une richesse, vous la protégez. À partir du moment où on vous parle d'un coût, vous vous sentez, que ce soit le soignant ou le soigné, débiteur d'un système. Et ça, c'est pas du tout facilitateur pour les projets qui sont évoqués, auxquels je souscris, qui sont ceux d'investir en démocratie en santé. Attendez, c'est pas la fin encore. Docteur Siret. Alors moi, je vais prendre un petit peu le temps de vous donner la définition finalement de cette relation médecin-patient qui a fait le socle de notre débat, parce que nous n'avons trouvé que deux, une de l'Académie de médecine et une plus longue et assortie de recommandations de l'Association médicale mondiale qui rassemble l'ensemble des ordres sur le plan mondial et qu'ils ont inscrit dans la déclaration de Cordoue en octobre 2020. Vous voyez que ce n'est pas si vieux. C'est une modalité de relation humaine qui date des origines de la médecine. Elle constitue le lien privilégié qui unit un patient à son médecin, un lien de confiance. Il s'agit d'un espace de créativité dans lequel sont échangées des informations, des ressentis, des visions, de l'assistance et du soutien. Il s'agit d'une activité morale qui trouve son origine dans l'obligation du médecin d'atténuer la souffrance et de respecter les croyances du patient et son autonomie. Elle est généralement engagée par consentement mutuel, exprès ou tacite, afin d'assurer des soins médicaux de qualité. Alors je conclurai en disant quand même que nul doute qu'il faut que cette loi Kouchner s'implique encore mieux dans notre exercice, que le vrai challenge du numérique, ça va être de pouvoir la transposer au sein du numérique, et que malgré tout, je crois que c'est quelque chose de possible parce que cette relation médecin-patient, au-delà de toutes les difficultés contextuelles et sanitaires, les médecins comme les patients souhaitent qu'elle perdure. Et donc pour conclure, moi je vous dis rendez-vous dans 10 ans pour faire le bilan avec le numérique. Alors rendez-vous dans 10 ans. Et Jean-Marcel Moog, si vous voulez bien, deux petits mots de conclusion également, comme vous avez ouvert les débats. Alors, à l'issue de ces échanges ô combien passionnants, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que 20 ans après, cette loi du 4 mars 2002 est encore d'une très grande modernité. Cette dimension d'intemporalité qui est celle qui fait qu'on considère qu'une loi, des années après qu'elle soit promulguée, n'est pas surannée, est vraiment le témoin d'une grande loi. Et soyez tous assurés que les droits fondamentaux de nos concitoyens ont une résonance particulière et nous les défendrons tous ensemble, citoyens usagers de la santé, professionnels de santé, quelles que soient les difficultés actuelles. Parce qu'effectivement, il y a tout de même quelques difficultés qui ont été listées, quelques inquiétudes. L'acculturation supplémentaire des professionnels de santé, dont les médecins, à cette vaste loi, leur disponibilité, on ne reviendra pas sur le débat actuel qui nous anime sur les difficultés du système de soins et de santé, la mise en correspondance évidemment des moyens humains et matériels qu'il convient d'allouer, les incertitudes sur le numérique qui doivent être un moyen d'améliorer la qualité des soins encore et qui n'est pas une fin en soi. Alors au nom du Conseil national de l'ordre des médecins, de son président Patrick Bouet qui hélas a été empêché aujourd'hui, je tenais toutes et tous à vous remercier
d'être venu et vraiment de la très grande richesse de nos échanges. Merci encore. Merci beaucoup. Merci pour vos mots. J'en profite pour vous remercier également d'être venu et je remercie aussi toutes celles et ceux qui étaient en duplex avec nous par visioconférence. Merci, très belle journée à vous.